Salut à tous, c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA de podcast. Nouvel épisode où déjà je retrouve mon fauteuil de présentateur, ça faisait un petit moment, ça me fait plaisir de le retrouver. Et avant d'entrer dans les choses sérieuses dans les prochaines semaines avec les matchs couperets de fin de saison, on a décidé d'aller faire un tour du côté des franchises pour lesquelles ces matchs ne sont pas forcément à l'ordre du jour, ou du moins pas les plus importants, on va le dire gentiment. Alors on va pas forcément uniquement parler terrain, bien qu'un peu évidemment, on va surtout s'intéresser aux projets, à leur temporalité, aux problématiques, en tout cas des sujets à traiter dans les front office, ainsi que regarder ces équipes d'un autre point de vue, du point de vue du reste de la ligue finalement, puisque qui dit équipe de bas de tableau dit aussi potentiellement peut-être affaire avec celle-ci. Mais tout d'abord, pour parler de tout ça, nous sommes trois. Je suis accompagné des OG de Dunk Hebdo finalement. Tout d'abord, c'est Ben qui est avec nous. Comment ça va, Ben? Ça va, je pense que c'est le début de la fin déjà, que l'approche de la trentaine me fait très très mal. Là, le fait d'être qualifié de OG rajoute à cette douleur qui est en train de s'installer chez moi. Ça va très bien, Adrien, ravi de parler des cancres après avoir parlé des équipes qui jouaient les premiers rôles il y a quelques semaines. C'est ça. Et donc le troisième, l'autre OG, évidemment, c'est Tom qui est avec nous. Comment ça va toi, Tom? Comment tu vis justement la vieillesse comme petit Ouais. Ben? Genre on a, ça y est, il te parle d'approche de la trentaine, quoi. On en est là. Ouais. L'impression d'avoir explosé le cap des minutes, comme Anunobi, histoire de faire la petite vanne avec Oji, comme Anunobi sous Thibodeau. Ah, magnifique. Ah oui, le jeu de mots, extraordinaire. Magnifique. Eh bien, écoutez, on va pas perdre plus de temps que ça. Évidemment, le rappel, comme d'habitude, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. D'ailleurs, sur YouTube, on vous remercie. Mais vous pouvez aussi nous retrouver de manière un peu plus classique quand il n'y a pas de soucis techniques. D'ailleurs, Ben, sur les plateformes de podcast, oui, on a eu quelques aventures cette semaine. Mais normalement, tout va bien. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur Podcast Addict. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à venir échanger avec nous sur Twitter. On est toujours là pour échanger avec vous. Donc on marque la petite pause et ça y est, on démarre ce nouvel épisode pour parler des équipes de bas de tableau de NBA. Alors messieurs, à l'ordre du jour, nous avons 9 équipes de bas de tableau et on a décidé de s'atteler à tout ça, de les regarder de plusieurs points de vue différents. Le premier, on va commencer pour chaque équipe à le voir du point de vue du front office, en tout cas du point de vue de l'équipe, on va dire des problématiques qui sont à régler dès cet été, peut-être pas. On va voir à court, moyen terme, en tout cas, de ces questions qu'on peut se poser en interne et ensuite de voir, comme je le disais en introduction, du point de vue du reste de la ligue, peut-être des bonnes opportunités, des deals à faire avec cette équipe. En tout cas, tout ce qui est à surveiller, avec bien sûr en ligne de mire. Et je crois qu'on aura un point particulier avec Ben autour de la course au drapeau, le fameux Cooper Flag. Donc, on va faire un point sur chacune de ces équipes, de ces différents points de vue. Et pour commencer, les Pelicans, les New Orleans Pelicans, autour pour le moment toujours de Zion. Ça peut être une des questions. Je ne vais pas commencer à griller des cartes. Écoutez, pour celui-là, Ben, je vais me tourner vers toi parce que tu as dit que tu étais un peu inspiré par les Pelicans. Point de vue front office, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue déjà? Voilà, première question, cette temporalité de Zion. Est-ce que c'est la question centrale ou est-ce qu'il y en a d'autres? Alors effectivement, on va commencer par le point de vue front office et on va se glisser dans les vêtements du coup du front office des Pels. Alors, c'est pas l'équipe qui contractuellement a le plus de décisions parce que une des décisions contractuelles a été écartée, c'est celle autour de Brandon Ingram qui a été envoyé du côté des Raptors, dont on parlera plus tard. Au niveau des questions contractuelles, il y en a une qui pourrait se poser, c'est que Zion sera éligible à une extension cet été. Et que tu l'as dit, Adrien, Zion, il y a un peu, j'ai l'impression que c'est un cirque à chaque fois, il y a un peu cette question qui se pose autour de Zion, sachant que, et d'un point de vue front office, Pels, on est sur une série de matchs de Zion qui est extrêmement encourageante, où il est à nouveau dominant, où paraît plus en forme que jamais. Donc ça, c'est extrêmement encourageant. Pour moi, un des points front office très importants du côté des Pels, c'est la question de CJ McCollum. Parce que CJ McCollum entre dans son avant-dernière année de contrat et dans son avant-dernière année de contrat, et cet été entre dans sa dernière année de contrat. C'est un joueur qui pèse quand même à hauteur de 30 millions par an et selon moi se pose la question de comment s'inscrit ce joueur dans ton projet, sachant que en termes de timeline, en termes d'âge, si tu compares avec des Zion, si tu compares avec des Herb Jones, des Trey Murphy, bah il est quand même un petit peu plus vieux que tous ces joueurs-là parce qu'il a bientôt 34 ans. Donc, la question pour moi du front office clair, c'est est-ce qu'on est en position d'écarter ou en tout cas d'inspirer d'amener une nouvelle phase dans le projet en peut-être envoyant CJ McCollum à droite ou à gauche. Faut le dire, ça sera un thème de ce podcast. Il n'y a pas beaucoup de cap dans la ligue et je suis pas sûr qu'en l'état, ça soit vraiment possible pour nous, le front office des Pels, d'envoyer CJ McCollum. Petite chose à surveiller aussi, un autre joueur qui est éligible à une extension, c'est Herb Jones et Herb Jones, ça fait pas mal de temps qu'il est sur un contrat très, très, très team friendly. À voir à quel point
le front office serait pas tenté de redonner un peu d'argent ou en tout cas de prolonger Herb Jones dès maintenant s'il est d'accord au niveau de son agent, si les agents de Herb Jones, de notre joueur Herb Jones sont d'accord, parce que c'est toujours bien de revaloriser ce genre de joueur. Ça prouve que la franchise n'est pas dans une approche vraiment de profiter de lui, mais qu'il y a vraiment une idée aussi de construire avec lui. Du coup, Tom, pour te relancer, je vais poser la question d'un angle un peu, j'allais dire pernicieux. Mais finalement, c'est celle-ci. On repart sur une nouvelle version du réoutillage, comme on aime bien le dire maintenant sur la francisation de retooling, réoutillage autour de Zion. Est-ce que voilà, la question du front office est, est-ce qu'on repart une retentative autour de Zion, autour de... Voilà, est-ce qu'il y aura Murray? Oui, autre contrat qui va être compliqué à échanger. Pour le moment, il y aura Murray encore avec Trey Murphy et Carl Jones. Ou est-ce qu'on abandonne? Pour le moment, on n'abandonne pas. Je pense pas qu'ils vont abandonner, surtout que bon, ben là, le projet semble avoir déjà été bien recentré autour de Zion Williamson avec son nouveau book et de Trey Murphy. On voit que les deux joueurs, leur importance dans le jeu a beaucoup grandi sur la deuxième partie de saison. On voit par exemple au nombre de touches, Zion qui est à peu près à 69 touches à peu près et Trey Murphy qui est aux alentours de 64. Donc par exemple, on est vraiment sur par exemple Zion, il est aux alentours de, par exemple, des joueurs comme potentiellement Desmond Bain, Jamal Murray. Là où Trey Murphy, il est aux alentours de joueurs comme Kevin Durant. Donc on voit que voilà, c'est des joueurs qui ont pris vraiment en importance sur le fonctionnement de l'équipe. Après, moi, je pense que quelque chose qui peut inspirer les Pelicans, en tout cas d'un point de vue du front office, hein, si on prend le point de vue du front office, c'est peut-être ce qui s'est passé avec les Cavs, où il y a eu un changement de coach. Euh, Visiblement, l'équipe semblait plafonner l'an dernier. Ils n'ont pas énormément changé de choses puisqu'il voilà, il y a des contraintes financières. On sait que les Pelicans sont soumis à des contraintes financières et c'est une équipe qui peut-être de son histoire ne paiera jamais la luxury tax. Et ils ont des contraintes un peu financières, comme tu disais, ben ils ont écarté celles liées à Brandon Ingram. Mais il faut savoir que voilà, le nouveau salaire de Trey Murphy va rentrer en vigueur. Il y a il y aura aussi des questions, comme tu disais, peut-être par rapport à Herb Jones, même si je pense que Herb Jones, son agent va plutôt lui conseiller d'attendre de retourner sur la free agency pour se réindexer au niveau du marché, plutôt que de prolonger sur un montant sur un ancien marché, puisque le cap est censé aussi augmenter sur les prochaines années. Donc moi, je pense qu'il y aura peut-être une question qui va se poser autour de Willie Green, puisque c'est l'homme du début de projet. Les Pels ont fait une seule saison potentiellement satisfaisante, et encore. Donc peut-être que c'est le prochain domino à changer avant que le front office ne plie bagage. Mais c'était un peu, pour pas paraphraser ce que vous dites, c'est un peu la conclusion, c'est celle-ci. C'est est-ce que vraiment ce retooling, il nous offre une perspective plus verte que ce qu'on a jusqu'ici? Moi, c'est la question que j'ai envie de poser parce que tu as toujours cette problématique du côté des Pelicans, même si voilà, tu changes un petit peu le supporting cast autour de Zion, on a quand même ces soucis de profil offensif, notamment avec ce creux de shotmaking, playmaking extérieur. Alors oui, certains diront Dejounte Murray peut en faire un petit peu, certes, mais vous voyez très bien où on veut en venir quand on parle de shotmaking, on parle de spacing à ce niveau-là, et c'est là où la différence avec les pièces qui étaient existantes avec le parallèle que tu fais, Tom, au niveau des Cavs, il fait un peu mal. C'est difficile de voir un jump juste, je mets des guillemets bien sûr, avec un projet à la Cavs. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Ben. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. C'est que le jump paraît difficile, même si c'est un peu le paradoxe Pels, c'est que quand tu fais la somme de tous les talents, en théorie, tu as une équipe extrêmement solide. C'est ça qui paraît toujours un petit peu difficile avec eux. Après, si on peut bifurquer sur notre point de vue autre équipe, alors peut-être que les autres équipes vont encore une fois tâter avec Zion. Après, moi, je pense que Zion, c'est encore, sauf bien évidemment si le joueur lui demandait à partir, je pense encore une fois que il restera du côté des Pels. Tom, tu parlais du propriétaire, Gil Benson, rappelons, propriétaire des Pels et des Saints au football américain, qui a la mauvaise habitude d'être extrêmement patiente avec les joueurs et les front office et les coachs, un peu tout le monde. Donc, j'ai tendance à penser que si je suis une autre équipe, je surveille la piste CJ, même si je pense qu'avec son contrat, CJ n'intéressera pas grand monde. Et autrement, j'attends de voir si jamais la piste Zion s'active. Ouais, avec le petit astérix, maintenant qu'on a le précédent Luka, on est obligé de jamais exclure. Exactement. Merci vraiment. Merci Nico Harrison pour tout ça. Tom, toi, comment tu vois? C'est vrai que, comme le disait Ben, quand tu listes les joueurs, il y a des profils qui, bon, là, assemblés aux Pelicans, ne fonctionnent pas forcément ensemble, mais il y a beaucoup de joueurs qui sont intéressants.
dans leur profil actuel. Après, bon, il y a les free agents, il y a ceux qui seront plus aux Pelicans l'année prochaine, parce que je vois le nom de Bruce Brown sous les yeux. Mais pour les autres, voilà, c'est des joueurs qui ont une certaine valeur, a priori, du point de vue des autres équipes de la ligue qui vont forcément surveiller ça, quoi. Ouais, ben, moi, par exemple, si j'étais une autre équipe, je surveillerais la stabilité du front office. Je pense que je surveillerais ben, qu'est-ce qui va se passer à la fin de saison. Est-ce que si, par exemple, ils ont un très haut choix de draft, ils font pas un reset et ils réalignent, entre guillemets, la timeline autour de ce choix de draft-là, potentiellement. Donc, je me dis peut-être que, ben, écoute, au choix de draft, ben, peut-être nouveau projet, nouveau front office. Et là, à partir du moment où tu as un nouveau front office, une nouvelle direction, ben, tout peut se passer, quoi. Là où j'ai du mal, c'est qu'ils ont gardé Dell Demps genre une décennie. Hein, donc, Ouais. Mais c'est ça, il faut que le front office sente le vent souffler dans la nuque pour qu'il y ait ce type de gros changement, a priori. Effectivement. Est-ce que c'est maintenant, Adrien, que j'annonce le Def Coupe? C'est ce que j'allais dire. J'attendais qu'on conclue là-dessus parce que c'était voilà, en filigrane. Je t'en prie, Ben, parle-nous de cette histoire. C'est quoi le Def Coupe? Alors, en fait, on va parler des autres équipes. Et vous savez que le joyau que tout le monde attend, c'est donc Cooper Flag, le prospect dit ou quasi générationnel du côté des États-Unis dont on parle beaucoup. Et en fait, ceux qui connaissent peut-être la terminologie de DEFCON, c'est donc le niveau d'alerte des armées américaines, voilà, qui va de 1 à 5, sachant que le niveau 5 est le moins dangereux et le niveau 1, c'est la guerre nucléaire. Voilà. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est en gros noter le niveau d'inquiétude des autres équipes si Cooper Flag tombait dans l'équipe en question. Voilà. Donc, sachant que niveau 5, c'est bon, business as usual, tu vois, ça va, tranquille. Numéro 1, on est mort. Voilà. Honnêtement, sur cette échelle de 5 à 1, du coup, je mettrais les Pels à 4. Parce que je me dis, Zion Cooper Flag, c'est embêtant, mais Tom a donné la réponse déjà, ils vont pas payer la taxe. Donc, je suis pas super inquiet. C'est-à-dire que le terrain m'inquiète un peu. C'est un 4, on n'est pas en temps de paix, hein, on n'est pas en 5, mais ça va. Oui, c'est difficile de répondre 5 quand il y a une course à beaucoup pour l'avoir. C'est surtout ça, c'est un peu un cadre de il y aura des déception. 5, t'inquiète. Je ne m'inquiète que très peu. Mais oui, c'est vrai que bon, ce terrain, et avec le passif des Pelicans, Tom, je me dis qu'on ne s'inquiète pas à court terme, quoi, si on est le reste de la ligne. Moi, je pense que j'aurais dit 3 puisque c'est une franchise qui a un historique de gâcher, entre guillemets, alors, gâcher, c'est pas le bon terme, mais de pas tirer un maximum profit de tous les grands joueurs qui passent par la franchise, hein. On rappelle le cas Chris Paul, le cas Anthony Davis, potentiellement le cas Zion. Ben, dans l'histoire récente, c'est pas une franchise qui a su, entre guillemets, tirer un maximum du talent de ces franchise players, quoi. Du coup, tu les mettrais 5. Parce que 5, c'est le plus bas. En fait, 5, c'est le moins dangereux. Et 1, c'est le plus dangereux. Donc, si je les mets 4, c'est que je ne considère pas ça trop dangereux. Ok, ben non, pour le coup, moi, je mets 3. Je mets un petit peu plus dangereux que toi. Ah, d'accord. Je mets un peu plus dangereux que toi par rapport à les fondations qui sont déjà en place. Ok. Par rapport aux fondations qui sont déjà en place et par rapport au fait qu'ils ont encore, par exemple, des pics de Milwaukee. Ils ont des choses, par exemple, ils peuvent vendre CJ avec des pics de Milwaukee pour faire venir quelqu'un d'autre. Et du point de vue des Lakers, c'est un 5, puisque évidemment, du coup, tu comptes sur le fait que dans 5-6 ans, tu puisses récupérer Cooper Flag, bien entendu. Bon, voilà, pour le bilan des Pels, on a quand même 9 équipes, donc on va essayer quand même d'enchaîner. Effectivement, après les Pelicans, on va aller s'intéresser à une équipe encore plus bas dans le classement. Oui, il y en a, évidemment. Il y a le Jazz de Utah. Alors, le Jazz de Utah qui nous propose un projet... flou pour un peu tout le monde d'ailleurs si on suit les rumeurs de cette semaine sur la prolongation de Mark Cannon à qui on aurait promis une compétitivité qui manifestement n'existe pas. Alors il y aura cette question Mark Cannon probablement, question front office. Cette fois-ci Tom, je vais me tourner vers toi. Quels sont les premiers cas à régler avec une nouvelle fois quand même une équipe qui a une liste de joueurs au profil intéressant, mais force est de constater que dans les résultats, c'est pas ça, et pas forcément pour le pire, puisque évidemment, tu es aussi dans la course à Cooper Flag. Ben moi, pour moi, le front office, ils vont surtout regarder sur les derniers matchs la progression potentielle de Cody Williams. On sait que c'est un joueur qui a une saison rookie qui est assez compliquée entre guillemets, hein, puisque il a commencé dans le 5 majeur, il a commencé avec l'équipe. Ensuite, il est parti un bon moment en G-League. Et là, il commence un peu à avoir des minutes, un peu les jeunes jouent globalement plus, hein. Filipowski aussi commence à avoir des minutes. On a Isaiah Collier dont Greg Consalu a parlé la semaine dernière. Mais faut se dire que ces joueurs-là, en fait, ce sont des joueurs qui sont loin et c'est pas vraiment
Cody Williams, c'est le plus gros pari du front office puisqu'il est drafté très très haut. Et voilà, il est sur entre guillemets un profil théorique où on a drafté le morphotype physique et où on peine à voir encore le joueur de basket. On peine encore à voir le joueur de basket. Donc si le plus gros pari de la reconstruction, donc pour moi c'est ce que le front office du Jazz va surveiller en priorité. Qu'est-ce qui va se passer sur les derniers matchs sur Kobe Williams et est-ce qu'il va pouvoir progresser pour s'inscrire potentiellement dans le projet, quoi. Est-ce que c'est pas un peu, Ben, pour te relancer, ce constat, c'est pas un peu, alors j'allais triste, mais pas très encourageant du côté du Jazz. On va pas déjà griller la course à Cooper Flag, mais c'est ça, c'est que comparé par exemple aux Pelicans dont on vient de parler, tu l'as pas ce joueur, cette pièce centrale. Alors tu peux voilà, avoir quelques espoirs en Cody Williams, mais manifestement, a priori en tout cas, tu n'as pas le centre de ton prochain projet, même si tu payes 40 jusqu'à, on va monter à 50 millions, je crois, à la fin du contrat, du côté de Mark Cannon. A priori, il y a quand même beaucoup de questions, il y a beaucoup de points d'interrogation, quoi, finalement. Effectivement, Mark Cannon qui est quand même un peu naïf s'il a cru qu'une équipe composée de Colin Sexton, Jordan Clarkson et deux, trois Et John rookies Collins. et John Collins allait pouvoir faire. Oui, bah ça me fait beaucoup penser à ce que disait Constant par rapport à la reconstruction de Utah où il y a un paquet de bons jeunes role players mais qui manquent de joyaux, les fameux 3 joyaux dont on parle parfois, les 3 joueurs autour desquels tu peux centrer ta reconstruction, ils sont pas là du côté d'Utah. Alors par rapport, ça peut paraître anecdotique, mais ce qu'il faut surveiller du côté d'Utah, c'est qu'ils sont déjà à 52 défaites au moment où on enregistre, et le record historique de la franchise, c'est 59. Donc autant dire qu'ils vont faire leur pire saison sur les 51 de la franchise de Utah, et c'est quand même assez rare, ils ont que 10 saisons en dessous de 35 victoires. Ce qui est quand même assez énorme quand tu calcules en termes de régularité, c'est assez fort. Bref, par rapport au front office aussi, plus sur un aspect peut-être contractuel, il y a une décision autour de John Collins qui a une option de joueur à 26 millions. On en parlera vu l'environnement ou vu le paysage de la free agency. Je suis pas tellement sûr qu'ils refusent. Enfin, on est dans une NBA où de plus en plus les joueurs ont tendance à vouloir prolonger au sein de l'équipe plutôt que de rester ou de tester le marché quand il y a moins d'argent. Et deuxième chose, il y a un truc par rapport au pick, c'est que le pick est protégé 1-10 pour OKC cette année. Bon, ils seront dans le top 10 bien évidemment, mais il est protégé 1-8 aussi l'année prochaine. Donc s'il est en dehors du top 8, OKC le récupère. Moi, j'imagine qu'ils vont pas beaucoup se renforcer aussi dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Je pense qu'ils seront pas amenés en gros, s'ils ratent Cooper Flag, ils ont aucun intérêt à se renforcer parce que, en gros, ils veulent pas, ils ont besoin de jeunes talents. Eux, ils en ont vraiment besoin. Et je pense même que s'ils ont tendance à vouloir se renforcer avec l'arrivée d'un Cooper Flag, ils pourraient se retrouver dans une Anthony Davis où, en gros, t'as un joyau, mais t'as pas de bons jeunes à côté. Oui, pour moi, une des problématiques du Jazz, c'est si tu avais dû prendre ces décisions-là, tu avais voulu les prendre, tu les aurais prises l'année dernière ou il y a 2 ans, quand il y avait plus de valeur sur Jordan Clarkson ou ce type de joueur-là. Là, cet été, manifestement, dans la temporalité choisie, alors c'est malheureux pour Lauri Markkanen dont on parlait là, mais pour le reste, a priori, du côté du Jazz, on est reparti sur, bon, bah là, il faut qu'on réaccumule des assets et des nouveaux jeunes talents pour voir où on va. Je vois pas beaucoup d'autres perspectives, beaucoup d'autres problématiques, si ce n'est voilà, essayer de trouver les bons contrats, comme tu dis, c'est les prolongations de voilà, qu'est-ce qu'on fait de John Collins, est-ce que quelqu'un, bon, comme tu dis, ça m'étonnerait que quelqu'un d'autre dans la ligue soit prêt à mettre plus de, on va en parler en transition, mais plus de 26 millions sur John Collins actuellement. La question de Walker Kessler, peut-être ce type de joueur-là, tu vas essayer de gérer tes deals pour garder un maximum de flexibilité malgré 50 millions sur Lauri Markkanen. Je vois pas beaucoup d'autres questions, je sais pas si Tom t'envoie d'autres. Ben, c'est vrai que c'est une équipe qui, malheureusement pour elle, les premiers joueurs, entre guillemets, les premiers joueurs de sa reconstruction, ben, ne portent pas, entre guillemets, leur fruit. On voit que, voilà, Keontae George a une saison qui, on pourrait dire, un peu décevante par rapport aux attentes qui avaient pu être placées en lui. Taylor Hendricks s'est blessé très gravement durant la saison, qui lui aussi a un profil théorique très 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 bon et justement qui aurait été intéressant justement de voir dans cette équipe-là. Et puis on a justement le fameux cas Walker Kessler qui joue un peu moins que les années précédentes. On sait qu'il a souvent été impliqué dans les rumeurs de transfert, notamment du côté des Knicks, aussi du côté des Lakers. Hein. C'est peut-être qu'ils ont voulu faire échouer le transfert de Mark Williams justement pour pouvoir se garder cette bille-là pour cet été. Donc il y aura peut-être des questions aussi au niveau de la première génération de joueurs de cette reconstruction du Jazz qui va être peut-être déjà à sa troisième grosse fournée
il va en être à sa troisième grosse fournée de rookies d'ici la fin de la saison sans avoir beaucoup d'identification, quoi. Du coup, ça nous donne, je pense, une deuxième partie un peu plus rapide. Mais Ben, qu'est-ce qu'on surveille si on est le reste de la ligue? Est-ce qu'on a vraiment grand-chose à regarder du côté, si ce n'est, comme disait Tom, il y a le cas peut-être Walker Kessler, mais le reste, a priori, soit c'est un peu décevant. Alors, il y a ce côté, on a peut-être envie de relancer un joueur drafté en se disant un nouveau contexte, ça pourrait aller mieux. À part ça, bon, est-ce qu'il y a encore des gens qui vont s'intéresser à voir s'ils peuvent récupérer Jordan Clarkson en 2025-2026? Ouais, je suis assez d'accord, il y a peu de choses. Et on en a parlé la semaine dernière. Constant a notamment beaucoup insisté là-dessus. Le contrat de Markkanen fait que il y aura moins de coups de fil, je pense, pour un Markkanen qui a un contrat si important, qui est aussi autour des 30 ou 27% du cap. Donc, ça risque d'être assez compliqué. Non, à part Walker Kessler, je vais y arriver, et des échanges le soir de la draft pour peut-être récupérer d'autres assets, récupérer des seconds tours de draft dont il manque un peu du côté du Jazz. Je vois pas trop les autres équipes s'intéresser vraiment à Après, ils ont des tours de draft, hein. Ils ont pas mal de tours de draft qu'ils ont acquis pour le transfert de Rudy Gobert, n'oublions pas, pour le transfert de Donovan Mitchell aussi. Donc je pense que peut-être que les autres équipes, ce qu'ils vont peut-être surveiller, c'est au moment de la loterie, où est-ce que le Jazz sort pour voir est-ce que si tu as une équipe qui jump, est-ce qu'ils peuvent pas leur extorquer quelque chose, quoi. Extorquer quelque chose, tu vois, s'ils ont un pic pourri. S'ils ont un pic pourri, genre fin de je sais pas moi, tu vois, 6-7, est-ce que s'il y a une équipe qui jump, ils peuvent pas lui proposer, tu vois, le 4 plus des choses qu'ils ont, des Wolves ou des Cavs, pour peut-être se renforcer un petit peu plus, quoi. Le Parce pic que pourri eux, ils ont le 7 m'a besoin fait de mal au talent. cœur, hein, je te dis Comment juste ça. Le pic 7. Mais oui, est-ce qu'il y a juste cette question-là avant de passer au point Cooper Flag? Est-ce qu'il y a aussi cette possibilité, je suis pas sûr, hein, c'est juste pour la forme, de l'équipe qui panique un peu à la Warriors qui ont fait le move pour Jimmy Butler, pour Lauri Markkanen, ou est-ce que là, avec un contrat pareil et sa valeur actuelle, ça semble peu probable? Moi, je pense que c'est peu probable et je les vois mal jumper parce qu'en fait, même s'ils ont vu leur classement actuel, en gros, pick 6-7, c'est peut-être un peu leur plancher. Bah, rien qu'un pick 6-7, au vu de la qualité des rookies qu'ils ont actuellement, ça serait déjà peut-être le joyau ou un de leurs joyaux déjà. Donc, et puis, n'oublions pas que c'est Danny Ainge à la manœuvre. Voilà. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bonne conclusion. Donc je propose le Defcon Cooper, Defcon Cooper flag alert du coup. Defcon Flag Alert. Bon bah, s'il récupère Cooper Flag, le Jazz, avec le portrait qu'on vient dresser, bon, je pense Pour pas moi- qu'il y ait grosse alerte. Pour moi, on est sur un 4, voire un 5, hein, ça va. Enfin, il manque trop de choses. Ce qui est embêtant, c'est qu'ils aient des assets, Ouais. mais on est sur un 4-5, quoi. Petite alerte, mais on n'est pas en train de préparer les missiles, hein, clairement. Alors du coup, la question, Tom, j'imagine que tu es un peu d'accord, je vais à toi. Est-ce qu'ils peuvent pas faire, alors avec toute proportion gardée, une forme de Spurs, parce qu'il y a encore quelques joueurs de bonne qualité, avec voilà, des Clarkson, des Sexton qui seront encore là, Lauri Markkanen, rajouter Cooper Flag et d'un coup, peut-être accélérer très vite, et est-ce que ça pourrait pas augmenter leur petite alerte? Bah, pour moi, c'est 3 par rapport aux éléments qu'ils ont, par rapport aux contrats qu'ils peuvent déjà échanger. Parce ils ont des montants à mettre en face d'autres choses pour déjà aller récupérer des joueurs qui pourraient les intéresser directement sur le marché. Et aussi, ils ont les assets. C'est pour ça que je mettrais 3. Et Wow. puis, en vrai, en termes de front court, par exemple, tu vois, Markkanen, Cooper Flag, Kessler, c'est déjà une bonne base, quoi. Potentiellement. Mais voilà. Je pense que j'ai trop poncé la fiche Wikipédia du Defcon et de l'histoire parce que genre le 11 septembre c'est Defcon 3, donc tu vois moi Ah ça ouais, va. c'est que ça. C'est que ça. Sérieux? La crise des missiles c'est Defcon 2, tu vois. Donc vraiment Ok. le 2-3 c'est dangereux quoi, genre déjà. Ouais, En septembre, c'est que 3. c'est que 3, tu vois. Ah ouais. Ok. Bah, Oui, dans ce cas-là, ouais. nous on va compter Ouais, sur on 5, on va rigole, pas on commencer rigole. à faire les parallèles avec la vie réelle si on va pas s'en sortir. Mais c'est vrai qu'on voit quand même Ben plus tranquille et un Tom plus méfiant, on va dire, des différents front office. C'est vrai qu'on peut leur prêter des bons moves, même si c'est pas toujours ce qui arrive. Et c'est vrai que tout est un écosystème aussi, donc les uns vont avec les autres. C'est plus compliqué que ça. Mais mettons, voilà, on est entre 3 et 5. Ça sera un 4, on va dire, pour le Jazz. Et enchaînons et changeons de conférence. Parce que oui, on parle d'équipe en difficulté. C'est quand même fou d'avoir fait 2 équipes de l'Ouest pour démarrer. On va passer du côté de l'Est avec les Charlotte Hornets. Alors, encore bah oui, de toute façon, c'est le sujet du podcast, hein, forcément. À chaque fois qu'on commence le sujet, il faut prendre un petit temps.
Bon, encore des questions. Alors là, pour le coup, on a peut-être plus de joyaux, justement, de questions à se poser autour. Il y a à la fois la question qui va rejoindre un peu les Pels avec est-ce qu'on continue avec la Mélo, qui est quand même la pièce centrale, et à la fois, là, peut-être la temporalité 2, on va dire, autour de Brandon Miller, qui montre de belles choses quand il est sur le terrain. Et c'est un peu une problématique générale, d'ailleurs, du côté des Hornets. Les joueurs sur le terrain. Bon, eh ben, je vais repartir vers toi, Ben. Je crois que j'en suis là dans les retours. Je vais être honnête avec, avec nos auditeurs. Ouais, les Hornets, c'est vraiment pas la situation qui m'inspire le plus. Si je suis le front office de Hornets, je suis fatigué. Hein. Bah, je pense que tu croises les doigts pour que Lamelo demande pas son transfert, d'abord. C'est ça, c'est ce que tu fais concrètement, je pense que tu fais. Et ensuite, au niveau, si on reprend notre petit ordre, au niveau des décisions contractuelles, t'en as pas beaucoup. T'as celle autour de Treman que tu dois prendre, et peut-être autour de Seth Curry, mais t'as une partie du contrat de Josh Okogie qui est pas garantie, mais c'est tout. T'as pas de vraies décisions contractuelles, sauf Mark Williams, du coup, Voilà, c'est ce que j'allais dire. L'éléphant. qui est devenu une décision contractuelle beaucoup plus difficile après ce qui s'est passé au mois de février tout à coup. Donc c'est un peu la grosse décision, je pense, pour le front office. Après, par rapport à l'équipe en elle-même, tu l'as dit, Adrien, il y a une question vis-à-vis de, je ne sais pas, du sérieux de la franchise, parce que c'est une équipe, on le décrit assez souvent, qui a pas l'air très sérieuse. Je sais pas, défensivement, qui continue à faire des erreurs depuis 5-6 ans, toujours assez catastrophique, et les changements de coach ne changent pas grand chose à ça. Donc c'est un peu la question qui se pose. Mais le front office, je pense que ils voient ça de manière assez tranquille, parce que pour eux, la question, c'est plutôt quel jeune talent on va pouvoir attirer, surtout, est-ce qu'on va réussir à faire jouer notre corps fort ensemble? Parce que je rappelle, encore une fois, j'avais sorti la stat, ils ont pratiquement pas joué ensemble, les Ball, Bridges, Mark Williams et Brandon Miller, ils ont pratiquement pas joué ensemble. Donc, alors, vu ce qui s'est passé il y a quelques semaines, est-ce que Mark Williams fait encore partir du corps fort? Je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est un front office qui a pas de grosses décisions comparé à d'autres dont on va parler. Tom. Pour pas paraphraser Ben, je vais dire que, globalement, pour moi, Mark Williams, c'est une question qui est beaucoup plus complexe désormais après l'échange avorté. Je pense qu'il y a une cassure, c'est difficile, entre guillemets, c'est un peu, c'est une mauvaise analogie, mais c'est un peu le côté, tu as ravalé ton vomi, quoi. C'est quelque chose dont tu voulais. Bon appétit. C'est-à-dire que c'est Oui, si vous nous écoutez en mangeant, bon appétit. Alors, politiquement, ils ont fait du politiquement correct, mais tu vois, Mark Williams non plus, tu vois, tu t'es fait échanger, tu reviens, aller négocier, aller passer à la table de négociation, tu sais que potentiellement tu vas signer un contrat pour te faire échanger ou que tu finiras pas ton contrat là, quoi. Donc, je pense pas que je pense que justement ça va être quelque chose d'assez compliqué. Je me dirais que ce qui peut être intéressant pour eux, c'est de voir quelle valeur potentiellement ils peuvent dégager de joueurs qui sont déjà sous contrat, mais peut-être sur lesquels ils comptent pas forcément. Tu vois, Josh Green qu'ils ont récupéré. Est-ce que voilà Nurkic, voilà des joueurs comme ça qui qui ont des contrats longs et qui pourront peut-être tu vois, avoir ramené peut-être du sérieux ou des vétérans comme ça. Mais c'est vrai que pour les Hornets, le front office, et comme tu dis, hein, Ben, il a trop, c'est trop flou. La situation est trop floue, quoi. La situation est beaucoup trop floue et ils peuvent pas. C'est dur de prendre des décisions quand ce sur quoi tu bases ta reconstruction, tu ne l'as jamais vu et c'est que du théorique. Oui, mais c'est pour ça qu'on arrive à un point. Alors, je ne sais pas si c'est pour cet été, mais c'est là où moi j'aimerais qu'il y ait une décision qui soit prise au bout d'un moment. Alors oui, elle est compliquée à prendre, mais sauf qu'au bout d'un moment, quand ça fait plusieurs saisons que ça se répète, tu es amené à revoir la même chose si tu ne tranches pas. Et si tu continues à te dire, bon, c'est notre cœur de jeunes joueurs qu'on va continuer à développer avec Lamelo dans le rôle du général, qui n'est pas forcément celui qui souhaite. Comme disait Ben, c'est quand même la question centrale, c'est que veut faire Lamelo. Si tu continues à accumuler des talents là à la draft, est-ce que tu veux toujours avoir une omniprésence de Lamelo avec la balle à ce moment-là, ou est-ce que tu veux pas commencer à aller voir ce que tu peux en retirer et puis tant pis, faire un projet 1.5, parce que est-ce que tu crois encore vraiment au fait de ça rejoint un peu ce que je disais sur les Pelicans tout à l'heure, est-ce que tu crois encore vraiment que allez, d'ici 2-3 ans, avec Lamelo, Brandon Miller et X à côté, pour me laisser des points d'interrogation, ça te suffira à faire un step supplémentaire? Bon, ta chance, c'est que tu es peut-être à l'Est, quoi. Moi, je pense qu'ils attendent la fin de la 3e saison de Brandon Miller où tu dois prendre la décision sur l'extension. Et à ce moment-là, donc c'est dans un an, quoi, en gros. Ils attendent une dernière saison. Et je pense que c'est là le point de bascule où tu changes tout à ce moment-là. Donc, voilà. Bon, du coup, si on est le reste de la ligue, finalement, est-ce qu'on a vraiment quelque chose à surveiller? Bon, Mark Williams, bien sûr.
Euh, mais à part ça, est-ce qu'il y a vraiment des joueurs aussi, parce qu'ils ont aussi cette problématique-là, c'est qu'il y a des joueurs qui jouent pas beaucoup. Est-ce qu'ils ont vraiment des joueurs à valeur terrain contrat, parce que c'est un peu les deux pans qui sont surveillés à chaque été, qui sont vraiment intéressants dans la liste. Je coupe juste Tom, c'est ça le problème des Hornets dans leur manque de sérieux basket, c'est qu'ils mettent pas en valeur leurs joueurs. Donc en fait, la valeur marchande des joueurs est assez faible, en fait. Tom. Après, je pense que tu vois, par exemple, des gars comme Moussa Diabaté qui, français, Diabaté qui, bah, de temps en temps joue. Quand il joue, c'est un joueur qui est qui est très actif, très très fort sur tout ce qui est rebond offensif, très combatif et qui, voilà, qui a un temps de jeu qui fluctue. Donc peut-être que sur la fin de saison, c'est un joueur qui va peut-être peut-être popper dans l'œil peut-être des autres équipes pour essayer de l'enrôler. Ou de voir, parce qu'on a appris que voilà, enfin, son contrat avait été converti justement au moment du trade de Mark Williams, sauf que Mark Williams est revenu et entre temps il y a eu Nurkic. Donc quand aucun d'eux ne joue, il a des minutes. Quand un des deux n'est pas là ou qu'il y en a qu'un qui est absent, il a des minutes et après sinon il est assez productif dans les minutes qu'il a et après sinon il retourne sur le banc. Ça rappelle un peu la situation. Alors toute proportion gardée, hein, ça rappelle un peu la situation de Rudy Gobert en début de carrière avec notre fameux Ty Corbin, le fameux coach Tyrone Corbin qui justement le faisait passer vraiment très très loin dans la rotation. Et quand il était là, il jouait, il montrait de bonnes choses. Mais ensuite, voilà, il s'est s'entêté avec du Marvin Williams en 4, des choses comme ça, quoi. Ben. Juste un truc en plus, pour moi, je voulais dire qu'ils vont attendre un an parce que en 2027, du coup, si ils attendent un an et du coup la première saison, ils vont être vraiment en train de tanker, ça va être 2026, 2027. À la draft 2027, ils ont le premier tour de Dallas, bonjour, le premier tour de Miami. Et les deux sont protégés genre 1-2 et 1-4. Donc en fait, tu pourrais te retrouver avec trois bons premiers choix trois premiers tours de draft qui pourraient t'amener à reconstruire. Bon, du coup, ça fait la transition avec notre fameux niveau d'alerte, je pense, puisque ça va avec la question Lamelo d'ailleurs, qui du coup, ça peut faire basculer tout ce qu'il y a à surveiller des autres équipes, comme tu disais Ben au tout début, genre potentiellement Lamelo qui veut s'en aller. Si il y a Cooper Flag, peut-être que l'idée serait un peu différente. Du coup, là, le niveau d'alerte va peut-être augmenter un petit peu. Ben, on tuerait sur des 4 et 5. Wow, on est sur un 4. On est sur un 4 parce que moi, je suis. Alors, j'annonce que moi, j'ai été très, très, très précautionneux dans le niveau d'alerte, mais on est sur un 4. Pour moi, on est un peu. Je trouve qu'il y a un parallèle à faire sur l'état de la franchise, un peu avec les Pels, dans le sens où en fait, t'as déjà la superstar, mais il y a des questions qui se posent sur l'avenir de la superstar, quoi, qu'elle soit fondée ou pas, ces questions. Donc, on est à un niveau 4 parce que d'un point de vue terrain pur, si on parle terrain, Cooper Flag, Brandon Miller, Lamelo Ball, tu peux espérer faire des trucs à l'Est. Je dis pas tu vas gagner de titre bien évidemment, mais tu peux espérer jouer une série de playoffs à l'Est et tu dois être en mesure de le faire. Du coup, Tom, est-ce que tu es un peu plus inquiet si tu vois cette association ou est-ce que en termes de profil, ça t'inspire pas tant? Moi, je resterai aussi sur un 4 comme Ben. La seule chose qui pourrait potentiellement me faire aller plus haut, c'est si, par exemple, Cooper Flag, alors que moi j'ai pu voir quelques highlights et j'ai pu lire, je sais pas quelqu'un que j'ai vu, que j'ai scouté, mais de ce que j'ai pu lire de lui, si c'est un culture player un peu à la peut-être potentiellement à la Kevin Garnett et qui change un peu le truc, ça peut ça devient un peu plus dangereux. Voilà, là ça devient un petit peu plus dangereux. C'est ça qui m'inquiète personnellement, moi. Justement. Enfin, qui m'inquiète pour les Hornets, c'est moins si je suis le reste de la franchise. La NBA, pardon. Bon, écoutez, 4, ça me va. On reste pour l'instant sur des niveaux d'alerte assez faibles. Alors, celui-là, il va être un peu plus épineux, puisque je vous propose de parler. Alors, on en a quand même parlé ces dernières semaines, et puis on a quelques fans de cette franchise chez Dunk Hebdo. On les salue, évidemment. On va parler des 76ers. Les 76ers qui sont vraiment dans une saison décevante. Là, je pense que ça ne surprendra personne. Tout le monde est au courant. Être 12e à l'Est, alors que tu as Maxi, Paul George et Joel Embiid, théoriquement, en tout cas en début de saison, dans ton roster, c'est pas du tout. Ils étaient 7e à Vegas en début de saison. Ils étaient 7e à Vegas en début de saison. C'est incroyable. Et là, ils doivent être 7e à peu près en termes de probabilité d'avoir Cooper Flag. C'est dire la bascule. Voilà, des vrais questionnements au niveau des Sixers, mais surtout des vrais nœuds. J'ai l'impression que ça va être difficile de s'en défaire. Je sais même plus où j'en suis. J'ai fini, je crois que j'en suis à toi, Tom. Comment on se défait? Est-ce qu'il y a quelques rumeurs autour d'une envie de trade de Paul George, mais est-ce qu'il y a une vraie valeur là actuellement autour de Paul George? La question éternelle de Joel Embiid,
ça va être compliqué de se dire qu'on va presser la détente cet été. Et puis, il y a la question du reste de l'effectif, puisque quand tu balances 80 ou 90% du cap sur 3 joueurs, là, tu vois quelques joueurs qui émergent avec les blessures. Tu as récupéré la bonne affaire Grimes, mais pour le coup, Faut le payer. Voilà, oui, mais est-ce que tu peux le payer? C'est ça toute la question. Voilà, bref, ça fait beaucoup de questions. Tom, quelles sont les plus épineuses pour toi à Philadelphie? Moi, au niveau du front office, je pense qu'ils vont essayer quand même de se donner une chance à l'année prochaine. Donc, je pense pas qu'il y aura de mouvement majeur cet été. Là, pour moi, il y a deux choses que le front office va surveiller sur les 15-20 derniers matchs de la franchise. Un, c'est l'identification des role-players. Mais quel role-player va pouvoir peut-être sortir, puisqu'on sait que peut-être qu'ils vont pas pouvoir re-signer Yabusele. Donc, quel role-player ils vont pouvoir identifier pour l'ajouter justement l'an prochain, par exemple. On a vu Adam Bona faire de bons matchs, le pivot qu'ils ont recruté à la draft cette saison. On a vu Jared Butler, d'ailleurs, Matt qui fait pas mal de trades justement pour demander, qui a fait quelques trades récemment pour demander que Jared Butler ait plus de minutes. Donc voilà, on voit que voilà, essayer d'identifier certains role players, un peu trouver les nouvelles coqueluches entre guillemets, puisqu'on voit que le front office, en tout cas au niveau des choix de draft, Daryl Morey, il a fait une bonne identification de talent depuis qu'il est là. Maxey, il semble pas s'être trompé. Comment il s'appelle, Jared McCain, qu'ils avaient en début de saison, il a montré aussi de bonnes choses avant de se blesser, qui était leader pour le rookie de l'année. Donc voilà, je pense que ça va être la première chose, ça va être ça, et la deuxième chose, ça va être surtout de conserver le pic. Donc mettre de la pression sur Nick Nurse pour avoir des line-up dégueulasses. En voilà un beau projet. Ben, je sais pas si toi tu as un avis surtout sur effectivement cette problématique des derniers roster sports. Tu avais fait des roster spots, tu avais fait des bonnes affaires, tu avais Kyle tu Gershon qui a une très belle production par rapport à son prix. Malheureusement, c'est des joueurs, pour faire des bonnes affaires d'un an, année après année, c'est de plus en plus compliqué. Est-ce que vraiment tu peux compter là-dessus? C'est là où se trouve le nœud du problème, c'est que tu as pratiquement 94% du cap sur 3 mecs. Donc tu es obligé de faire à chaque fois des bonnes affaires à la marge, et c'est de plus en plus difficile parce que tu fais une bonne affaire, le joueur part l'année d'après, et tu vas faire en sorte peut-être de garder une bonne rotation, mais tu vas en perdre 2 et tu vas devoir à chaque été, et Tom insistait là-dessus, jouer sur le terrain de Daryl Morey pour réussir à combler le roster. À l'heure où on parle, à l'heure actuelle, et Tom, tu as raison, faut qu'ils mettent des line-up dégueulasses de toute façon parce que les mecs vont peut-être jouer leur dernière minute du côté de Philly parce qu'ils ont que 5 joueurs sous contrat garanti pour l'année prochaine. Il y a donc le trio Embiid, Paul George, Therese Maxey, Jared McCain. Je sais pas compter parce qu'avec Ricky Council et Adam Bona, ça fait 6 du coup. Il y en a 6. Bref. Mais Ricky Council et Adam Bona, c'est pas garanti leur contrat. Mais bon, on peut penser que vu la difficulté qu'ils auront à construire un effectif, ils vont les garantir. Bref. Et c'est un peu là où se pose la question. Moi, c'est une équipe, je trouve, c'est l'équipe la plus difficile dont on doit parler ce soir dans cet exercice. Parce qu'en fait, le front office, pour moi, n'a absolument rien à faire. Ils ont vécu une saison en enfer, sauf demande de trade express de Joel Embiid ou plus surprenante peut-être d'un Paul George. Je ne vois pas ce que peut faire le front office en fait. Il y a effectivement, c'est Sam Amick qui avait sorti les infos comme quoi ils écouteraient les offres où ils seraient disponibles pour Paul George. Qui veut de Paul George à l'heure actuelle à plus de 35% du cap? Je sais pas qui, personne, je pense. Donc, la franchise est dans un état de stand-by et va devoir encore trouver des bonnes affaires pour construire un roster pour l'année prochaine. Du coup, allons voir de l'autre côté de la ligue. Alors là, c'est vrai que ce que tu vas surveiller, on l'a beaucoup dit des Sixers, c'est les joueurs qui vont ne plus avoir de contrat chez eux. Donc évidemment, Gershon risque d'avoir quelques offres, tant mieux pour lui. Peut-être Grimes, s'ils n'arrivent pas à le payer, etc. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses pour prendre le pendant? Si les Sixers, eux, sont coincés de leur côté, est-ce qu'il y a quelqu'un en face? Est-ce que, Tom, tu vois des scénarios en face où des équipes auraient quelque chose à proposer aux Sixers, auraient un intérêt à leur proposer quelque chose? C'est aussi ça qu'on peut voir. Je pense que les équipes, elles vont regarder le drama. Parce que on sait que Daryl Morey, c'est pas forcément quelqu'un. Voilà. J'allais dire Francis. Daryl Morey, c'est pas quelqu'un qui est forcément très aimé entre guillemets par ses pairs. Et je pense que les autres front office, ils veulent pas que Philly garde son pic. Justement parce que si Philly n'a pas son pic, le projet semble mort dans l'œuf déjà. Alors que si jamais ils ont le pic, ça peut, tu vois. Ça leur donne une valeur supplémentaire. Ça tue pas le projet directement.
alors que tu veux que là, ils ont un peu la tête sous l'eau. Les autres équipes voudraient justement que le projet finisse par mourir et que Philly disparaisse, quoi, limite de la conférence comme équipe sérieuse, quoi. Là où quand tu leur donnes un haut pic de draft, surtout dans les mains de Daryl Morey, personne ne sait ce qu'il peut en faire. On sait que c'est quelqu'un qui sait très bien manier le salary cap, qui drafte bien aussi. Donc ça pourrait redonner ce fameux second souffle. Et puis l'autre chose que je pense que les équipes vont surpayer, c'est est-ce que le propriétaire Josh Harris est prêt à aller dans la taxe pour conserver Quentin Grimes? Est-ce qu'ils vont parce que Oui. la raison pour laquelle justement Quentin Grimes a quitté Dallas, c'est parce que Dallas a voulu récupérer un joueur plus vieux qui avait un contrat plus long mais plus faible que ce qui avait été proposé à Quentin Grimes, que Quentin Grimes a refusé. Et il y a des équipes qui, je pense, par exemple des équipes qui auront un cap space incommensurable, on peut parler des Nets, qui, Quentin Grimes, chez les Nets, il fait sens, peu importe qui arrive, de toute façon, peu importe qui arrive aux Nets, ça va faire sens. On y reviendra. Peu importe qui va arriver aux Nets, ça va faire sens. Donc c'est un bon joueur, c'est un titulaire solide, je pense, c'est un titulaire, c'est un joueur qui peut être un titulaire solide dans une bonne équipe NBA. Donc il a refusé une offre au-dessus de la mid-level. Si le propriétaire des Sixers n'est pas prêt à payer, il y aura des offer sheets sur lui et je pense que les Sixers risquent de le perdre. Donc je pense que les équipes vont surveiller cette situation. Du coup, Ben, pour avoir ton avis, je vais le lier avec l'alerte Cooper Flag. Finalement, c'est est-ce que tu surveilles pas seul. Donc, il y a le cas Grimes, on est bien d'accord, qui est la pièce centrale qui va être surveillée au-delà des free agents comme Gershon Yabusele. Est-ce que l'autre pense, et pas juste, est-ce que par j'allais dire miracle, en tout cas, si tu es supporter, si tu es du côté des Sixers, miracle qui récupère Cooper Flag, c'est tout ce que tu regardes de l'autre côté. Ouais, il y a un peu ça, oui, il y a la grosse question Quentin Grimes qui du coup free agent, qui a free agent, restricted free agent, free agent restrictif, agent libre restrictif, on va tout faire en français, ce sera parfait. Et alors moi je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, j'en parle, mais en gros, Tom, bien évidemment je dis ça en me prosternant devant Tom, le maître S cap. Qui a du cap concrètement pour inquiéter beaucoup de ces équipes à part les Nets? Mais les Nets, sachant qu'ils sont dans la même division que les Sixers, auraient quand même, je pense, un malin plaisir à les mettre et à pousser Josh Harris à peut-être payer l'attaque, ce que on salue Amine et Matt. Nous savons qu'il ne fait pas, en l'occurrence, donc voilà. Et pour transitionner vers l'alerte Def Coupe, alors elle est très compliquée celle-ci, parce que il y a l'alerte Def Coupe si ils sont tous en bonne santé. Et là, c'est un 2 parce que c'est super dangereux ce qui se passe quand même. Et il y a l'alerte Def Coupe si ils peuvent utiliser le fait d'avoir Cooper Flag comme une passerelle vers un retooling / reconstruction. Et là, on est plutôt sur un 3-4 quand même. Parce que tu aurais quand même déjà Tyrese Maxey qui est un joueur qui est installé dans la NBA. Donc, tu aurais déjà un borderline All-Star et un talent dit générationnel. On serait donc sur un 3-4. Mais ça dépend de ce que fera. C'est là où l'équipe des Sixers elle est particulière. C'est la seule où tu sais pas ce qu'elle fera si elle a Cooper Flag de tout le plateau. Je pense qu'on aura un podcast intéressant si ce cas pratique se met en place. Tom, j'ai eu beaucoup acquiescé. Tu es d'accord sur ces deux scénarios finalement? Pour moi, ce serait 3 carrément. Parce qu'il y a Daryl Morey aux manettes. Daryl Morey, t'as le côté folie supplémentaire. Il y a Daryl Morey aux manettes. Et on sait que c'est quelqu'un qui se donne les moyens d'arriver à ses fins. Et si ses fins, c'est de pouvoir rapporter le titre à Philly, je pense que là, ce serait justement... Normalement, c'est son job. Voilà, je pense que c'est vraiment... Ce serait la carte joker, la carte joker complémentaire là, qui sortirait de l'arrière de sa poche et qui pour moi, il investirait directement sur un all-in complémentaire. Quoi. Oui, probablement. Pour moi, oui. Ça pourrait recréer un vrai contender. Oui, puis recréer une dynamique aussi, parce qu'il y a quelque chose qui semble aussi s'essouffler du côté de Philly avec cette saison où déjà de base, on n'a pas sur les joueurs avec le body language le plus positif du monde, même quand ça va bien. Mais là, c'est vrai que c'est une saison, de toute façon, vous entendez, comme disait Ben, Matt et Amine en parler dans leur podcast, on les salue une nouvelle fois. Ouais. Saison compliquée pour Philly, mais voilà, peut-être une petite lumière au bout du tunnel que tout le monde veut, cette lumière-là, tout le monde se l'arrache. Justement, un autre projet, alors flou, je vais vous lire la première phrase que j'ai mise sur mes notes. Je comprends rien en majuscule. Voilà, c'est ce que j'ai mis, parce que je ne sais pas ce que tu veux faire, même si, pour le coup, on va quand même retrouver un schéma
un peu similaire, enfin en tout cas qui peut ressembler aux équipes qu'on a évoquées avant Philly, avec beaucoup de joueurs intéressants, des talents, des joueurs pas forcément en fin de carrière, donc il y aurait potentiellement des choses à faire, mais tous les derniers moves sont plutôt flous dans la direction qui serait prise du côté de Toronto, puisque je vais quand même citer cette équipe. On va parler des Raptors. Pour la question, j'ai encore perdu le fil. Je crois que j'en suis à toi, Ben. C'est à moi. Ouais, je crois que j'en suis à toi. Alors, il y a plusieurs questions. J'imagine que tu vas avoir plusieurs points. Moi, j'ai envie de centrer peut-être le point autour de Scottie Barnes sur la temporalité. Est-ce que c'est vraiment est-ce que tu vas essayer de répondre à ces questions autour de Scottie Barnes? Je vais le dire comme ça. C'est une équipe qui, mine de rien, elle serait quand même bien inspirée d'avoir Cooper Fly. Quand même, eux, ça leur servirait quand même beaucoup. En fait, ils ont déjà répondu à une partie des questions de leur intersaison avec l'arrivée puis la prolongation de Brandon Ingram. Du coup, donc, voilà. Et je pense que ça rajoute à ton flou, Adrien, qui est assez inspiré. Alors, qu'est-ce qu'il y a à surveiller? Alors, les Raptors, ils sont, eux, dans un tank de compétition. Il y en a beaucoup qui se mettent en place. Mais alors là, tu regardes la liste des blessés, elle est longue comme le bras. Et on est à ce moment de l'année où, sachant que nous trois, je pense, je peux le dire d'une seule voix, on suit pas vraiment la draft. On arrive au moment où on dit, mais qui est ce mec qui est en train de jouer sur le terrain? Qui est ce gars, du coup? Alors eux, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont pas de choix de draft qui part. Voilà, on voit toujours Masai très très précautionneux dans sa manière de gérer la franchise. Après, sur des dossiers de free agent ou des dossiers qui pourraient se poser, il y a la question Chris Boucher, la question Garrett Temple, mais c'est un peu, je dirais, des dossiers secondaires. Non, moi je pense qu'en termes de direction de franchise, la direction elle a déjà été prise au moment de la trade deadline. C'est-à-dire, on a une opportunité de marché avec Brandon Ingram. Quand bien même, on l'a toujours pas vu sous le maillot des Raptors, qu'il est blessé depuis décembre et que, rappelons, c'est un joueur qui a un très gros passif de blessures. C'est ça qui est très inquiétant. Mais je pense que le front office est en stand-by. Ils auront pas tellement de cap, pas tellement de choses à proposer. Ils ont pas d'asset qui part, ils ont pas d'asset qui vient. Donc on attend, tout simplement. Tom, est-ce que tu as autre chose à nous proposer? En fait, moi je pense que le front office il va peut-être regarder un peu l'association Barnes Quickley, puisqu'ils ont pas eu énormément de minutes, puisque Quickley a raté pas mal de matchs. Là ils font pas mal de tanking déguisé. On voit des matchs qui commencent, des matchs pas qui jouent super plus après bien la déguisé. mi-temps. Plus après la mi-temps. Il y a un nez rouge, quoi. Bon, voilà. Qui jouent plus après la mi-temps, qui reviennent, des joueurs se blessent bizarrement. Enfin bon, il y a vraiment pas mal de choses au niveau de cette franchise-là, mais en fait, ils sont obligés, parce qu'en fait, s'ils font pas ça, je pense que c'est une équipe qui pourrait limite remonter jusqu'au play-in, parce que c'est l'équipe qui a le calendrier le plus simple si on prend le strength of schedule. Mais en fait, même en allant regarder le strength of schedule, en fait, sur les 20 derniers matchs, ils ont que 2 matchs face à des équipes qui sont dans le top 6. Un match face aux Warriors et un match face aux Pistons. Donc, ça veut dire plus tout en haut du top 6. Ouais, ça veut dire que de point de vue calendrier, tu vois, ils ont beaucoup de matchs faciles. Et en fait, c'est une équipe qui devra peut-être lutter par rapport à la qualité de son effectif pour ne pas se laisser porter par la gravité. En fait, s'ils veulent continuer à descendre, parce que en fait, le niveau plancher de l'effectif qu'ils ont n'a rien à voir avec les autres équipes, quoi. Les autres équipes qui sont mauvaises, eux, ils sont obligés entre guillemets de faire jouer 10 joueurs de vraiment seconde zone pour justement pouvoir perdre des matchs de façon concrète, parce que le field des adversaires est beaucoup trop faible. Le field des adversaires est beaucoup trop faible dans ce qu'ils vont affronter. Si je prends par exemple, tu vois, les matchs qui vont arriver pour eux, alors là, ils sortent, écoutez bien, ils sortent de... On est prêt. Jazz, Wizards, Sixers, Jazz, ils sortent de ça. Hein. Et là, ce qui les attend, ça va être Portland, Phoenix, les Warriors, les Spurs, les Wizards, les Nets, les Hornets, les Sixers, les Bulls, les Blazers, les Pistons, les Nets, les Hornets, les Mavericks et les Spurs à la fin de saison. Il y a toutes les équipes dont on va parler pratiquement ce soir. Clairement. Donc c'est une équipe qui peut gagner. Enfin, s'ils font jouer leurs joueurs pour faire des tests, c'est des équipes qui peuvent gagner. C'est une équipe qui peut gagner pas mal de matchs. Qui peut gagner des matchs. Qui peut gagner au moins la moitié. Qui peut gagner au moins la moitié des matchs en fait. Oui, puis tu gagnes quelques matchs et tu remontes assez vite. Mais après,
Enfin, c'est là, moi, toute la question. C'est pour ça que je dis je comprends pas grand-chose. C'est que soit tu fais le choix, voilà, il faut surtout pas que tu gagnes des matchs, donc tu bricoles tes line-up qui n'ont pas trop de sens pour en perdre. Mais en même temps, du coup, tu testes pas cette fameuse complémentarité parce que on focalise là sur le Ingram. Mais en fait, c'est les 4 au centre qui posent question. Ensemble, hein, j'entends, c'est pas les joueurs en tant qu'individu, mais Ingram plus Quickley plus Barrett plus Barnes. Et Potel. Plus Potel, bien sûr, parce qu'il faut faire un 5. Mais disons que c'est ces 4-là où la complémentarité, la question se pose vraiment. Et tu as envie de les voir pour pouvoir trancher, en tout cas, si tu veux faire des choix. Mais comme disait Ben, j'ai l'impression qu'a priori, tu décides que le choix, ce sera été suivant, été 2026. Après, tu vois, ils sont qu'à 4 défaites des Bulls. Hein. Oui, mais nous, on fait que perdre et on n'a pas bougé de place. Après, est-ce que prendre comme standard la 10e place du play-in à l'Est, c'est vraiment un standard de qualité? Je sais pas. Là, c'est la gravité qui va les emmener là, en vrai. Hein. Franchement, quand tu vois le calendrier qu'il y a et les équipes qu'il y a à jouer, ça va être difficile de descendre. Ont encore plus besoin justement de Cooper Flag. Ben, les Tantasticos là, les Tanticos. ils ont vraiment moyen de les gagner, quoi. C'est vrai qu'on a une vraie guerre des tranchées, oui. Et puis en plus, dès que tu gagnes, elle compte double, ta victoire, parce qu'en plus, tu enlèves une victoire au gars derrière. Bon, du coup, constat, front office Raptors, plein de questions. On verra, on fera un bilan d'ici quelques mois. De l'autre côté, est-ce qu'on a quand même quelque chose à surveiller? Est-ce qu'on peut penser que dans un monde, j'allais dire idéal, c'est peut-être pas le terme quand on surveille le côté des Raptors, mais on pourrait récupérer un bon coup ici ou là. Ben, est-ce que tu vois un joueur susceptible d'être bougé par les Raptors, d'être récupéré ailleurs? Avec, évidemment, il y a le cas des free agents, peut-être. Tu avais évoqué Chris Boucher, par exemple, tout à l'heure. Ouais, autrement, non, je pense vraiment pas. Il y avait eu le bon début de carrière, enfin début de campagne du côté des Raptors de R.J. Barrett. Il était arrivé des côtés des Raptors, il avait été très très bon, mais cette année c'est plus compliqué. Donc je pense que c'est peut-être le joueur que tu pouvais imaginer dans un autre contexte. Immanuel Quickley, le problème c'est que c'est un porteur de balle qui a un contrat assez fat, et le fait est que du coup, les équipes qui vont peut-être vouloir l'attirer. C'est ce problème avec ce genre de porteur de balle, c'est que soit tu as des équipes meilleures qui ont déjà leur porteur de balle et vont pas pouvoir l'attirer, soit les équipes moins bonnes vont vouloir responsabiliser un jeune, donc non. Et ensuite, Brandon Ingram, je veux dire, le marché a parlé il y a quelques semaines, non. Et Scottie Barnes, c'est un joueur qui est censé être au centre de ton projet, donc pas non plus en fait. Je pense que c'est une équipe où il y a très peu de joueurs qui peuvent intéresser le reste. Et au niveau des jeunes, on va dire que le fait que cette équipe ait très très peu de guard play et une construction assez bizarre, ils mettent pas non plus vraiment en valeur leurs jeunes, contrairement à d'autres équipes dont on parlera peut-être un peu plus tard. Donc peu d'intérêt pour les autres équipes, je pense. Pour tordre un petit peu la question, Tom, est-ce que finalement la problématique, c'est pas que les joueurs cités là, notamment par Ben, qui pourraient être potentiellement intéressants pour d'autres équipes, ce ne sont pas des joueurs où finalement c'est les Raptors qui accordent la plus grande valeur. Donc ce ne sont pas les autres équipes qui vont se jeter dessus, quoi. Après, franchement, moi, les Raptors, il y a beaucoup de rétention de valeur. Hein. C'est-à-dire, c'est d'avoir quelque chose s'il y a une opportunité de marché. Et par exemple, moi, en tout cas, je ne serais pas surpris de voir Masai Ujiri à l'intersaison potentiellement rôder, renifler autour de Kevin Durant. Je ne serais pas surpris. Je pense que les contrats, c'est pour ça, en fait. Voilà ce que ça vous inspire. Hein. C'est dans le sens où je pense que les contrats et l'accumulation de contrats, c'est pour ça. C'est pour saisir une opportunité de marché à un moment donné. Ouais, mais mon 2 bémols. Premier bémol, d'ailleurs, il n'est pas censé avoir 2 bémols, mais bref. Premier bémol, le fait que, le précédent, on pense tous à Kawhi Leonard, l'équipe que tu avais de base était nettement plus forte. Deuxième chose, faut être à 2 pour faire un tango, comme ils disent parfois aux États-Unis. Je suis pas sûr que Kevin Durant, la piste Raptors soit très chaude, mais effectivement, peut-être que les front office doivent surveiller ça. Ouais, c'est une équipe où le téléphone, tu sais qu'il va être décroché si tu as une opportunité à leur offrir. Donc, si jamais, voilà, c'est ce que tu peux surveiller. Du coup, pour faire le bilan Raptors, toujours la même question, notre fameuse alerte DevCoupe. Je ne sais pas lequel de vous deux est le plus inspiré. Est-ce qu'on est vraiment en alerte s'il récupère un nouvel ailier très long à qui tu vas filer la gonfle et qui va pas beaucoup t'apporter de spacing? Ça serait vraiment un peu un bras d'honneur entre guillemets aux Américains. Mais c'est tellement ça, Tom. Ça, ce serait drôle. Ça, c'est au Canada. C'est quoi? C'est le plus gros prospect américain depuis Zion, peut-être?
Oui, voilà. Ça, J'avoue pour que le j'en contexte, parle depuis des mois, moi. C'est vraiment En la tout cas, piste les qui Américains m'intéresse l'attendent beaucoup. en tant que le Le nouveau sauveur. joyau Le sauveur, ouais. américain qui peut être Après, c'est vrai la que fameuse face of the league. Chet, c'était gros quand même. Chet, c'était gros. Oui, mais mauvaise Scoot, draft. Enfin, mais pas mauvaise pareil. Ouais, draft. non, c'était pas le même. Ouais, c'était pas pareil. Ouais, c'était pas Après, pareil. ouais, Flag, franchement, tu vois, pour nous qui suivons de la draft de loin, Flag, on en entend parler depuis 2 ans. C'est vrai. Ouais. Donc, Donc, ouais. après, on est sur un 4-5 parce qu'en fait, ouais, 4-5. Oui, Et, tu augmentes la note juste pour le sum des Américains, quoi. C'est juste ça. c'est ça. Tu Et peux mettre un 3, 3,5 de sum, quoi. surtout que parmi toutes les équipes qui ont déjà un joyau, entre guillemets, c'est Scotty Barnes qui me pose le plus de questions dans une association avec Cooper Flag. Donc, Mm. Oui, c'est vrai qu'en termes de profil, de similarité des profils. Non, mais et t'as Brandon Ingram et t'as R.J. Barrett, c'est ça aussi. C'est qu'en termes de terrain, bon, au moins, là, t'aurais des choix à faire et t'aurais, je pense, plus de facilité à faire des choix. On peut dire ça comme ça, exactement. peut-être. Ouais. Allez, on va pour un 4 alors, du coup. Allez, 4. Allez, 4. On va pour un 4. Et enchaînons avec une équipe qui a été citée plusieurs fois dans le calendrier des Raptors par Tom. Une équipe pour qui, on va dire, ça va un petit peu mieux d'ailleurs, enfin, notamment puisque au moment où on enregistre, ils sortent d'une victoire contre les Nuggets. On va parler des Wizards. Alors, si ça va mieux, c'est quand même l'équipe qui a le pire bilan. Ah, quoique non, le Jazz est à pire puisqu'ils sont à 15-52 et les Wizards sont à 15-51. Bref, tout en bas de la conférence Jazz à Est. 15-52. Oui, oui, Terrible. quand on dit les chiffres, ça fait. Mais 15-51 pour les Wizards, il suffit d'un match de plus. Donc, Washington qui, pour le coup, a plusieurs pistes intéressantes, je pense, à creuser, en tout cas, point de vue front office. Là, si on est à Washington, on n'est pas si morose, puisqu'on a Alex Sarr qui commence à montrer de belles choses. On a eu des belles choses aussi de Bilal, même si là, donc, sa saison est terminée. On a plein de petits jeunes aussi qui peuvent du coup se montrer, avoir un peu plus de temps de jeu, un peu plus justement ce qu'on disait de répétition, de voir si on peut avoir Bob Carrington et Eddie Johnson. On a récupéré un Chris Middleton qui remplit bien mieux son rôle de vétéran qu'un Kyle Kuzma. Tiens, c'est très étrange. Ça fait beaucoup de choses. On est à un carrefour finalement. On est au début de reconstruction avec la plupart des voyants verts. En tout cas, j'ai l'impression. Tom, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que je me trompe ? Non, pas du tout. Je pense que la plus grosse préoccupation sur la fin de saison, là, c'est vraiment peut-être la santé de Bilal, hein, puisque ils auraient voulu peut-être le voir un petit peu plus, justement, dans tout ce groupe de jeunes. Après, c'est vrai qu'il y a des jeunes, comme tu as dit, des jeunes qui émergent, tu vois, Keyshawn George, qui a un ailier assez longiligne, plutôt prometteur, assez prometteur, bon playmaker, qui fait des choses plutôt intéressantes aussi. Alex Sarr, comme disait Ben, en fait, si tu regardes uniquement les highlights et les trucs sur Synergy, tu te dis, mais il est capable de faire plein de trucs, quoi. Un peu, enfin, je vais pas ramener de mauvais souvenirs et je lui souhaite pas ça, hein, mais tu vois, un peu comme à l'époque où quand tu regardais André Blatch, t'as l'impression que le mec, il sait faire, Tu t'attendais pas à ce nom. Ce nom-là, il n'était pas attendu. il sait faire énormément de choses, mais en fait, il faut juste qu'il arrive à tout grouper. Tu vois, en défense, il peut faire des choses très polyvalentes, il peut faire de l'aide, il peut faire un peu de tout, il peut faire tu vois, on a vu des défenses assez solides, notamment hier sur Nikola Jokic. On a vu des 3 points dans le coin, de la création, balle en main aussi. Donc, c'est un joueur qui a, Short roll. ouais, voilà, il a beaucoup de choses, en main. Et il faut juste, entre guillemets, c'est un peu le côté diamant brut, quoi. Et c'est pour ça, en fait, que tu piques haut. C'est-à-dire, c'est vraiment, c'est le type de joueur, c'est le type de risque où tu prends vraiment, tu prends un risque concret, mais si ça paye, ça peut vraiment valoir la chandelle, quoi. Donc là, on a un front office qui, en tout cas sur cette draft-là, a fait de bonnes choses et qui va justement attendre la fin de la saison et continuer de voir la progression de ce groupe. Mais je pense pas que c'est une équipe qui va se rusher ou qui est dans l'empressement. Ben, est-ce que tu vois, toi, des cas qui pourraient être un peu différents ? Alors, Chris Middleton a une player option, si je dis pas de bêtises, la saison prochaine. Il y a la question de Jordan Poole, mais ça a l'air de plutôt refonctionner. Ça va mieux pour Jordan Poole. Est-ce que ce serait un cas à surveiller ? Si tu es le front office, est-ce que tu surveilles ça ou est-ce que pour l'instant, tu es en statu quo parce que ça roule bien et on est dans une progression linéaire, mais qu'on a envie de voir, quoi. Ouais, ça marche mieux sans Kyle Kuzma. J'aimerais bien réinsister sur ce point-là. Hein, c'est vrai que l'équipe paraît mieux. Avec aussi Marcus Smart, je lisais une interview là-dessus sur Marcus Smart qui avait un rôle un peu de, je sais pas, de mentor, développement avec pas mal des jeunes, et sachant qu'ils en ont quand même beaucoup quand tu regardes leur effectif. Non, mais je suis assez d'accord avec Tom. Moi, c'est un secret pour personne maintenant. Alex Sarr me fascine en tant que joueur. Ça veut pas dire que je suis fan, ça veut dire qu'il me fascine. Et oui, Tom a raison, il y a plein de flashs. Et c'est une équipe globalement il y a beaucoup de flashs de beaucoup de joueurs. Bob Carrington aussi, Eddie Johnson. On salue Alan Guiou de Santa Clara qui aime bien ce joueur aussi, je crois. Donc
Voilà, il y a beaucoup de flash et je tiens à souligner que quand on fera le Dev Coup plus tard, le nouveau front office m'inspire beaucoup plus de confiance que les précédents front office des Wizards qui étaient quand même beaucoup, la plupart connus pour leur manque de sérieux. Donc là, du côté des Wizards, pour moi, on est vraiment en phase de progression des jeunes joueurs. On est à tellement mal démarré du côté de Washington qu'on n'a même pas besoin de sortir le tank parce que ils ont l'alliage parfait, c'est-à-dire ils font jouer des jeunes joueurs qui sont assez inefficaces parce que tout Alexar qu'il est, il a des pourcentages à 2 points absolument Ils sont catastrophiques. Ouais. Donc jeunes joueurs bruts qui font beaucoup d'erreurs, mauvais classement. Donc eux, ils peuvent faire jouer leurs jeunes joueurs. Ils n'ont pas besoin de faire un tanking massif et ils peuvent progresser vers la suite, sachant qu'il n'y a pas trop de grosses décisions. Tu l'as dit, à part la player option de Chris Middleton et la question Malcolm Brogdon. Et du coup, j'avais une question piège de front office à vous offrir. Imaginons, on reparlera du cas si tu as Cooper Flag, c'est autre chose. Si tu ne l'as pas, est-ce que on est dans un cas où on draft au fit au Wizards? Bah non. C'est ma question. Écoute, pour reprendre, pour saluer aussi Alan Guillot de Santa Clara, bien sûr. Alan Guillot de Santa Clara et Baptiste du Dreamcast Show, c'est une équipe qui est actuellement 30e attaque et 29e défense. Pas 30e défense, 29e défense. Donc, il n'y a pas de fit. Ne me parlez pas de fit. Ne me parlez pas de fit quand on est à ce niveau-là. Ne me parlez pas de fit. Et de toute façon, ils auront un pic quoi? Eux aussi, ils auront quoi? 5, 6 au pire, tu prends un des meilleurs joueurs. Parce que, rappelons que certes, Alexar avait un pédigré de 2e choix de draft, mais dans une draft qui était décrite comme historiquement faible. Donc, le joueur qui arrivera sera, tu vois, on parlait du trio de jeunes joueurs, enfin, je parlais du trio de jeunes joueurs, bah, le pic de cette année, ce sera le 3e joyau, quoi. Oui, non, mais on est d'accord, c'est devenu presque un running gag chez Dunk Hebdo. Mais je me devais te poser la question, parce que s'il y a une décision à prendre, je me disais, celle-là, elle m'a fait marrer de l'imaginer. Donc justement, allons voir de l'autre côté. Si on se dit qu'il ne va pas se passer grand-chose du côté des Wizards, est-ce que quand même, ça vaut pas le coup de leur passer un coup de fil, notamment peut-être avec la cote de Jordan Poole qui remonte et qui pourrait être un peu plus intéressant, puisqu'il a un contrat où il reste plus que 2 saisons, il est free agent en 2027-2028, si je dis pas de bêtises. Voilà, ou pour les vétérans, est-ce que tu vas voir pour Marcus Smart ou des choses comme ça? Est-ce que quelqu'un aurait envie de décrocher le téléphone? Je ne sais pas si un de vous serait inspiré par appeler les Wizards. Bah en fait, voilà, on a dit que c'est une équipe qui allait faire du recel. Hein. Une fois qu'on a vu les joueurs arriver à la draft, c'est une équipe qui va faire, enfin, la trade deadline, c'est une équipe qui va. En anglais, recel. Oui, Hein, parce qu'en français, on va faire du deal, quoi, sous le manteau, là, Washington. Par exemple, c'est une équipe je pense que les équipes vont surveiller potentiellement les vétérans. Par exemple, Kisper, qui est pas vraiment un vétéran. C'est ce que j'allais dire, ouais. Mais puisque on a vu que c'est une équipe qui n'a pas hésité à bouger Avdia justement lors de la dernière draft pour un pic de draft, alors qu'il venait justement de le signer sur une extension qu'il sortait justement de son contrat rookie. Corey Kispert va être dans le même cas de figure. On sait que voilà, c'est un joueur qui a un bon shooter, qui est plus qu'un shooter même, puisqu'il peut faire des choses balle en main, et il peut aussi entre guillemets voilà, il a ce côté connecting en plus, voilà, il a ce côté connecting en plus du shoot, et c'est un joueur qui défensivement ça peut aller, quoi. Enfin, en tout cas pour la saison régulière, on va dire que ça peut aller. Donc globalement, voilà, c'est un joueur qui est sur un contrat assez long, qui peut potentiellement rentrer dans une mid-level, hein. On sait que les équipes peuvent utiliser les mid-level comme des trade exception. Donc, un peu à la manière justement de Deni Avdia, c'est un joueur qui pourrait être récupéré par une autre équipe à la draft contre potentiellement un pick de draft et un contrat plus mauvais, quoi. D'autant plus, je dirais, Corey Kispert, que je peux imaginer que ces Wizards peuvent partir sur un projet défensif un peu, en disant que d'un côté t'as Bilal, t'as les possibilités qu'Alexar ait un profil qui peut offrir des choses défensivement. Donc tu peux te dire que tu cherches peut-être d'autres profils que celui de Corey Kispert, qui peut être un beau joueur de complément dans d'autres équipes et qui a déjà été prolongé pour pas très cher. Enfin, il a un contrat plutôt abordable à 14-15 millions, donc 14 et dégressif en plus. Donc tu peux te dire que c'est possiblement un joueur qui peut attirer d'autres équipes. Après, pour ce qui est des vrais vétérans, Jordan Poole a redoré son blason, mais pas suffisamment pour que tu l'intègres dans une équipe qui a des on revient en porteur de balle au cas un peu quickly aussi. Après Poole, c'est le shoot, en fait. Il était en feu au shoot, mais enfin tout ce qui est, enfin certes, c'est pas encore revenu globalement, hein, par rapport à ce qu'il pouvait faire à Golden State, quoi. C'est vraiment le shoot. En fait, c'est un concentré de sa carrière cette saison, en fait. C'est-à-dire qu'il a fait un moment en feu et il a été très froid aussi une période.
Après, il a pas perdu la confiance, hein, parce que les tirs qu'il met hier. Alors du coup, passons à l'alerte, à la petite note sur 5. Alors celle-là, elle est intéressante pour le coup. Alors, il y a le point de vue, comme tu disais Ben, je pense que l'alerte, c'est du point de vue du reste de la ligue, donc on va surtout le faire comme ça, mais du point de vue des Wizards, on est peut-être sur une des équipes qui serait dans le plus grand confort de l'avoir. Ce serait vraiment là, bon bah c'est parfait, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire. Mais du coup, de l'autre côté, comment on le voit? Alors moi, je mets alerte DevCop numéro 3. Moi, je suis très très chaud s'il arrive au Wizard. Je suis très très chaud parce que je retrouve un côté hipster de mes jeunes années. Il y a des trucs que j'aime bien dans cette équipe des Wizards et le fait est que pour moi, c'est presque le fit pas parfait, mais c'est extraordinaire. Il y a un autre fit, bien évidemment, on va y arriver, qui serait encore plus parfait, mais c'est parmi les fits qu'on souhaite voir, ou que, en tout cas, moi, qui m'intrigue beaucoup, c'est un des plus hauts. C'est-à-dire que tu aurais le centre du projet avec Cooper Flag, tu aurais Alexar qui, quand même, semble se diriger vers une deuxième, troisième option, tu aurais la question de Bilal qui serait peut-être un peu moins responsabilisé, du coup, sur du playmaking et du scoring, parce qu'il y a eu quelques difficultés là-dessus, et que Bilal a peut-être des questions au niveau du shoot aussi, où il a été pas forcément en réussite par rapport à ce qu'on espérait du côté des Wizards. Tu aurais ton trio de jeunes joueurs, sachant qu'en plus, sur le backcourt, tu as un paquet de jeunes joueurs qu'on a cités, que ce soit les Bob Carrington, Eddie Johnson, etc. Donc, non, moi, c'est un DEFCON 3 parce que dans une conf West où, je suis désolé, mais des projets à moyen terme identifiables, il y en a un paquet qui sont pas identifiables à moyen terme, ils auraient un des projets les plus séduisants à moyen terme, clairement. Et est-ce que sur ce truc-là, du coup, Tom, c'est pas aussi ce qui est embêtant du point de vue des autres, c'est qu'en plus, ça ne crée pas d'opportunités. Parce qu'il y a des équipes, si tu récupères Cooper Flag, tu sais qu'ils vont se séparer de certains autres joueurs. Là, la pièce s'insère tellement bien que, ils récupèrent Cooper Flag et fin de l'histoire. Ah bon, vous êtes pas fan de Richard Holmes? Non, mais enfin, rien à ajouter sur ce qu'a dit Ben et même toi, hein. Enfin, c'est vraiment, enfin, ça, si, en tout C'est cas, du pour plug moi, and play presque. c'est du plug and play. Je pense que ça gênerait pas mal d'équipes potentiellement à l'est, et je pense que ça ferait peut-être un peu reconstruction un peu à la Orlando, Orlando qui se bâtit justement sur Sur Paolo. Wagner et Banchero. Là, on aurait par exemple un gros duo Sar Flag, quoi. Et puis Flag à Washington, il y a aussi tout ce. Voilà. Pour Ouais. l'humour, pour la Oui. hype, pour les montages Twitter. Pour les montages Twitter, c'est parfait. Donc voilà, pour les Wizards, on va pas s'éteindre. Effectivement, c'est quand même un des meilleurs cas depuis le début. En tout cas, un des cas qui peut inquiéter le plus le reste de la ligue. Un autre cas, une autre équipe qui a été beaucoup mentionnée. Et encore des questions. Alors là, vraiment, pour le côté front office, je vous le dis sur mes notes, il y a 4 points d'interrogation. Bon, Brooklyn Nets. On est Brooklyn Nets. On a des joueurs. Voilà. On a des joueurs intéressants, mais on a beaucoup de fins de contrat. On a quelques joueurs avec une bonne valeur, en tout cas a priori, sur le reste de la ligue. Mais est-ce que c'est vraiment des joueurs dont on veut se séparer? Je pense à Nick Claxton et à Cam Johnson, évidemment, qui sont ceux qui sont sur contrat à moyen terme. Quelle décision on prend? Qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Est-ce qu'on a notre perspective que, on prie pour Cooper Flag là? Je sais plus où j'en suis, je crois que j'en suis à toi, Tom. Moi, je crois que c'est sur les derniers matchs là, ce qu'ils vont surveiller essentiellement, enfin, d'un point de vue front office. Déjà, c'est les joueurs, déjà les joueurs second draft qu'ils ont eu, c'est-à-dire qu'ils ont récupéré des joueurs qui ont échoué dans d'autres équipes, par exemple, si on prend le cas de Zaire Williams qui est à Memphis, ou même Keon Johnson qui était de mémoire à Portland. Voilà, donc ces joueurs-là qui ont des minutes sous le maillot des Brooklyn Nets. Ben voilà, qu'est-ce qu'on fait de ces joueurs-là? Qu'est-ce qu'on va leur proposer? Enfin, je crois que Keon Johnson, il a une player option, donc il sera encore dans l'effectif. Zaire Williams, lui, il arrive en agent libre restreint, donc il va falloir peut-être négocier avec lui. Est-ce qu'on veut le garder ou pas? Darren Sharp aussi, qui est un joueur sur lequel il misait pas mal, qui a eu des problèmes de blessure cette saison, mais qui est un pivot qui est plutôt solide, quoi. Enfin, en tout cas, qui est un bon pivot de banc, à voir si ça reste, serviceable, quoi. Ce serait comment il s'appelle? Ce serait notre nouveau point, Isaiah Stewart. Ouais. Aussi, pour ceux qui se rappellent de l'échange de Ben et Madiane au sujet d'Isaiah Stewart il y a quelques années. Ah oui! Beaucoup trop long cet échange. On a passé beaucoup trop de temps. Et globalement, je pense que l'une des grosses questions, ça sera Cam Thomas, hein. Cam Thomas qui finalement n'a pas joué beaucoup de matchs, hein. Il a pas joué, je crois, il a une vingtaine de matchs. Il n'a pas joué beaucoup plus que ça. Il s'est blessé. Si peu? Ouais. Ah oui, 25. Ouais, une vingtaine de matchs, hein. Il n'a pas joué beaucoup. C'est vrai que c'est un joueur qui était aussi attendu, puisque on s'est dit, il y avait, je me souviens de pas mal en début de saison,
que c'était le favori pour le joueur qui allait marquer le plus de points par match au niveau de la ligue, puisqu'il y avait tellement pas de talent offensif à ses côtés. Et puis finalement, qui n'a pas pu jouer beaucoup, mais en tout cas, les choses sur lesquelles il y avait des questions sur lui, c'était au niveau du playmaking, et il a bien pu répondre, en tout cas sur les derniers matchs qu'il a joué, avec notamment une belle prestation contre tes Bulls, hein, Adrien, hein, avec 10 passes avec justement du playmaking, et en fait du vrai playmaking, c'est-à-dire que il y avait des choses qui étaient intéressantes au niveau de son passing, un gros développement au niveau de son passing, avec du passing en mouvement sur drive, du passing pour trouver les cuts, du passing arrêté en ISO. Et donc du coup, je trouve que c'est justement dans ces profils, justement parce que quand c'est un joueur qui est arrivé au niveau de sa draft, c'était un profil qui était essentiellement estampillé scoreur, et c'est un profil qui arrive à justement a fait énormément au niveau de progrès, au niveau de son passing, un peu à la Tyreek Evans, hein, pour les anciens qu'on salue, et qui rend son profil beaucoup plus intéressant, quoi. Donc, ce serait quelque chose à voir. Oui, oui, non, mais on est bien d'accord, et Ben, je vais te relancer dessus, mais c'est vrai que Thomas, il a ce truc il veut être him, comme ils disent. Voilà, il veut être le gars. La question, du coup, dans les prolongations, et je vais te relancer là-dessus, Ben, c'est, bon, voilà, tu vas prendre la liste de ces joueurs-là et tu vas essayer de négocier avec toi-même, j'ai envie de dire, la valeur financière et la valeur terrain que tu leur accordes, quelle chance tu donnes, avec Cam Thomas au milieu, qui, comme je disais, aime beaucoup être au centre. Quand il est au centre, il peut être très bon. Mais la question que j'ai envie de poser, du coup, c'est est-ce qu'on tente de le payer à la hauteur de ce qu'il va probablement demander? C'est ça aussi. Tu as la place quand tu es les Nets. Est-ce que c'est pas un piège? Bah, bonjour la restricted free agency, quoi. Voilà, c'est-à-dire que en fait, et c'est pour ça que depuis le début, je mentionne le fait que les Nets, c'est parce qu'en fait, les Nets peuvent jouer un jeu de dupe. Alors, c'est un jeu qui est assez dangereux d'un point de vue humain avec les joueurs, mais c'est d'aller dire à Cam Thomas, va chercher ton contrat sur le marché, sachant que qui va offrir beaucoup d'argent à Cam Thomas sur le marché, qui a sans doute plus d'importance pour les Nets que pour les autres équipes, bah j'en doute. Sachant qu'en plus, quand tu regardes en fait effectivement, ils ont que 5 joueurs sous contrat la saison prochaine, qui sont Nick Claxton, Cam Johnson, Noah Clooney, Derek Whitehead et Maxwell Lewis. Voilà, ils ont 5 joueurs sous contrat, dont 2 joueurs majeurs d'effectifs, et tout le reste de l'effectif est free agent. Mais pour moi, les décisions d'Aaron Sharp et Cam Thomas, soit c'est une décision que tu essayes avec l'agent du joueur tu solutionnes le problème avant la draft, soit tout simplement tu laisses les mecs tester le marché, tu sais qu'il n'y a pas assez d'argent. Et l'intérêt aussi de les laisser tester le marché, c'est que tu peux le problème des Nets actuels, c'est que oui, théoriquement, ils ont beaucoup de marge, mais en fait, s'ils re-signent un paquet de leurs mecs, ils auront plus tant de marge que ça pour avoir du cap space. Donc, tu peux aussi jouer là-dessus et te dire que tu vas laisser certains joueurs tester le marché. Voilà. Bien évidemment, avec le système de cap hold, je sais, Tom, que tu n'auras pas forcément tout la masse salariale que tu voudrais avoir, mais je les vois mal si tu regardes les 3 cas qui sont restricted free agents, c'est-à-dire Zaire Williams, Cam Thomas et De'Aaron Sharp. Je les vois mal refuser au droit sur un de ces mecs-là. Par contre, D'Angelo Russell et d'Anthony Melton, je pense que c'est des joueurs qui, eux, testeront le marché et dont les Nets vont se libérer sans trop de problèmes. C'est vrai qu'on n'avait pas encore cité le nom de Dylan Iratra, mais c'est vrai que moi, sur cette histoire de prolongation, je trouve que c'est une problématique qui revient de manière générale dans la Ligue ces dernières années, de cette pondération de moment où tu as des jeunes joueurs, tu crois en leur progression, eux, ils croient forcément, évidemment, et tu as cette première négociation, mais rien de garanti. La pondération entre les demandes qui sont souvent très élevées, puisque beaucoup de monde est payé à ce niveau-là. Il y a beaucoup de mecs qui sont payés dans ces deuxièmes contrats très cher. Et il y en a un du côté des Bulls, par exemple. Mais oui, mais ça fait partie de ces problématiques-là. Et ensuite, tu peux te retrouver un peu coincé. Mais en même temps, si tu fais, comme tu dis, tu vas à la restricted free agency, tu laisses le joueur avoir son contrat ailleurs et tu dis, bon, bah nous, juste on s'aligne, mais sans plus. Aussi y avoir, et sur un joueur comme Cap Thomas, moi, c'est la question que je me pose. Le côté Lego, le côté, bon, bah vous vouliez pas de moi, vous êtes juste aligné parce que voilà, mais vous m'avez pas offert à ma juste valeur, donc je suis pas content. Etc., etc. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut aller pondérer du côté des Nets, d'être à la fois sérieux et en même temps tu as de la marge, donc tu peux te permettre quand même de peut-être, alors j'allais pas dire faire des cadeaux, mais quand même au moins voilà, il faut pondérer ces 2 cas, le financier et le sportif, l'humain, cet été-là. Mais du coup, vu qu'il y a pléthore de joueurs qui n'ont plus de contrat et peut-être certains justement, si on est de l'autre côté de la ligue, on voit des agents restreints, des agents libres restreints. Est-ce qu'il y a des équipes qui vont vouloir embêter les Nets ou juste, même d'ailleurs, aller faire une offre un peu haute? Il faut avoir la possibilité, on le dit depuis tout à l'heure, il n'y a pas forcément beaucoup d'argent partout, mais
faire une offre un peu haute pour essayer d'en récupérer un ici ou là. Tom, lequel est le plus à même de se retrouver sous un autre maillot la saison prochaine? Moi, je penserais, je pense plutôt aux role-players qui n'ont pas prouvé, tu vois, les Isaiah Williams, les joueurs comme ça, hein, je pense qu'ils vont se retrouver avec d'autres maillots. Je pense qu'au niveau de la ligue, par contre, ils vont surveiller là, les situations du coup de Nick Claxton, Hmm. de Cam Johnson, puisqu'on a tous été étonnés justement que Cam Johnson ne soit pas transféré à la trade deadline, hein, puisque son nom était partout dans les rumeurs de transfert. Donc je pense qu'ils vont surveiller ça. Et autre chose que je pense que les autres équipes vont surveiller, c'est qui est-ce que les Nets sont prêts à aider? Parce qu'en fait, c'est ça aussi. C'est ça aussi. Oui, non mais Qui est-ce que les Nets sont prêts à aider au niveau du salary cap? Puisque, par exemple, dans le cas de, par exemple, Kevin Durant, on sait que les Wolves, à un moment, étaient intéressés par Kevin Durant. Mais pour que les Wolves puissent faire Kevin Durant, ben, il faut qu'ils redescendent au niveau de la première apron pour pouvoir agréger potentiellement 2 salaires. Sauf que ça, ben, ils ont besoin de quelqu'un pour les aider. Donc, qui est-ce qui va pouvoir bénéficier entre guillemets du cap space et comment le cap space de Brooklyn va pouvoir se monnayer à l'intersaison, parce qu'on sait que c'est pas une équipe qui va forcément être hyper agressive. Et tu parlais Ben justement qu'il n'y avait pas beaucoup de joueurs signés par rapport à l'an prochain, mais justement pour donner le salary cap actif, on rappelle que l'année prochaine normalement le le salary cap est aux alentours de 140 millions. Aujourd'hui, les Nets ont 61 millions de cap actifs pour l'an prochain. Ils petite sont marge. loin devant tout le monde, puisqu'on rappelle, Détroit, qui est la deuxième équipe à avoir, qui est la deuxième équipe à avoir le moins de cap actifs, est à 127 millions. C'est deux fois plus. C'est 2 fois plus. Donc voilà, je pense qu'ils ont pas mal de cartes en main pour justement jouer les facilitateurs à l'intersaison. Et je pense que les autres dirigeants vont surveiller justement qui est-ce que les Nets sont prêts à aider et pourquoi. C'est ça, Ben. C'est pour ça, de l'autre côté, on surveille juste les Nets pour savoir, avec leur compte en banque, en tout cas, la place qu'il y a. Ouais, c'est vrai, comme l'a dit Tom, Cam Johnson, je pense que Nick Claxton, quand même, plus le temps file, moins sa valeur doit être haute, parce que je pense que les espèces d'espoirs qui ont été placés en lui, il répond pas forcément présent. Le contrat a beau être dégressif, je pense que il y a des équipes qui auraient peut-être d'autres inspirations au niveau d'un joueur au poste de pivot qui est quand même qui montre de claires limitations. Donc oui, Cam Johnson et ceux qui vont faire de leur cap space. Pour faire une transition, pour t'éviter de la faire, Adrien, sur le Def Coupe, du coup, où est-ce qu'on se situe? Moi, je trouve que c'est... En fait, pour le reste de la ligue, on est limite sur un 4-5 aussi. Hein. C'est-à-dire que, certes, il arrive, mais l'effectif est tellement vierge et on est sur aussi, parce que ça, faut le préciser, on parle beaucoup de ce qu'ils pourraient faire de leur, leur cap space, mais on n'est pas sur la free agency 2019. Il n'y a pas des mecs de fous qui sont à la free agency, donc on est sur un 4-5. Quoi. C'est embêtant parce que certes, ce sera un fort joueur qui arriverait dans un effectif jeune et qui a des assets, mais pas outre mesure. Pas outre mesure année 1, mais peut-être qu'à moyen terme, une équipe qui a des finances ultra saines comme ça, si jamais tu te retrouves avec le Oui, pick avec un 1 et tu sais que tu as propriétaire Cooper qui... Flag, tu vas commencer à te dire attendez, là maintenant, il faut qu'on pose un nouveau plan. Enfin, ils doivent déjà y avoir réfléchi, j'espère, c'est quand même leur métier. Mais voilà, il faut qu'on prenne le plan sur les 4-5 prochaines années, sur le contrat rookie de Cooper Flag. On a la place, qu'est-ce qu'on fait? C'est peut-être un peu plus en alerte de ce point de vue-là, non, Tom? Pour moi, ce serait 3, en tout cas à l'Est, parce qu'il y a aucun projet émergent de ce type. Ce serait le seul projet émergent de ce type où tu as potentiellement de ta franchise qui semble être un talent générationnel. Tu as énormément d'assets depuis les trades de Kevin Durant, Michael Bridges, où tu as récupéré énormément de choses. Tu es dans un marché entre guillemets attrayant. Tu sembles avoir trouvé un coach qui, c'est un coach qui, en tout cas, a fait partie des belles histoires, en tout cas sur le début de saison, hein, qui a montré énormément de choses et qui a montré ses capacités à gérer cet effectif-là et de continuer à avoir un groupe de jeunes qui continuent à performer. Puisque défensivement, c'est une équipe qui tient bien la route globalement, et on sait que généralement c'est un peu la patte des coachs d'imprimer en fait cette rigueur défensive, notamment quand tu as énormément de turnover au sein de ton effectif. Donc tu sembles avoir à peu près tous les éléments plus l'argent. Donc pour moi, c'est plus que 4 à cause de ça. Pour toi, c'est plus dangereux que les Wizards. Oui.
même s'il y a moins de choses en place, mais je pense qu'ils ont les moyens de faire plus. Parce que les Wizards, ils ont C'est pas accorder la tous les confiance au assets. front office de Ils faire ont les le bonnes front, choses. ils ont le front office, mais surtout, ils ont pas ils ont énormément d'assets, les Nets, hein. Déjà, ils ont trade pour récupérer certaines non, de je leurs me Oui, mais suis il faut piles. les laissé convertir, les assets. C'est un peu aussi de la spéculation. D'une certaine façon, là où tu as peut-être un peu plus de certitude, alors qu'ils sont pas forcément les plus élevés. Mhm. Après, c'est sûr que dans le, comment dire, sachant la chronologie des choses, ils vont le savoir avant d'avoir à signer les mecs. Donc en fait, ils peuvent remettre toute leur stratégie au fait d'avoir Cooper Flag. Je te suis, Tom. Je monte à 3. On sort les missiles. Effectivement. On Et je sort les monte aussi. missiles. Et je monte aussi pour le point ironie. Je vais faire ça tout le long du podcast, j'ai l'impression, mais ça m'amuse. Du point de vue des Knicks, si jamais la face of the league se retrouve à Brooklyn, voilà. Il y a encore une nouvelle pointe d'ironie assez. Voilà. Sur tous les cas, on peut trouver j'allais dire des amusements. Peut-être pas, mais en tout cas, voilà. Ça fait 3, du coup, 3 pour les Nets. Enchaînons. Bon, alors. Je vais vous introduire un petit peu, je vais vous laisser parler un petit peu, le temps de boire un coup comme ça, parce que je me règle la gorge depuis tout à l'heure, puis après je pourrais enchaîner dessus, parce qu'on va parler des Chicago Bulls. D'un cas... Parce qu'on a envie de t'entendre dessus quand même, Adrien. C'est toi, hein, Adrien. je sais même pas si on a longtemps envie de parler des Chicago En plus, Bulls. sur les Chicago Bulls, la trame est vierge, hein. C'est le moment du one-man show, hein. Bon, et ben allons-y. Chicago Bulls. Chicago qui a Je m'occupe de la présentation et que tu tailles te racler la gorge quand même, Adrien, parce que si tu en as besoin. Non, mais t'inquiète. De toute façon, je pense pas qu'il y ait besoin de faire si long que ça J'avoue. sur Chicago. Parce qu'on en a parlé dans différents podcasts depuis qu'on parle des reconstructions à venir. Ça y est, comment dire, j'allais dire le trigger, la détente a été pressée du côté de Chicago avec le départ de Zach LaVine. Le fait est que tout n'a pas été réglé puisque Vucevic est encore sous le maillot de Chicago et que donc en l'état, on est sur une équipe qui perd des matchs pour le coup. Alors c'est super, on est dans la course pour aller chercher Cooper Flag, on perd des matchs mais on descend pas parce que l'Est est tellement mauvais. On est à la 10e place depuis, je me souviens plus, j'ai vu passer la stat, mais c'est genre depuis le mois de janvier, enfin genre on est toujours 10e, on a enchaîné à un moment donné, on a fait un 3-12, on était toujours 10e, enfin voilà. Vous avez gagné du terrain sur les autres en faisant 3-12. Voilà, donc la draft prochaine, choix du front office, qui prendre à la 7e place. Bon, voilà, ça on connaît. Non, hors plaisanterie, les questions de l'été, je pense que c'est la continuité de cette reconstruction qui a été amorcée. Donc, il va y avoir le cas Vucevic et je pense que c'est plutôt une mauvaise nouvelle le fait qu'ils soient encore à Chicago. Je suis pas sûr qu'il y ait un marché. Alors, on sera sur un contrat finissant, mais je suis pas sûr qu'il y ait quelque chose à en faire. Tu as prolongé Lonzo Ball, alors un contrat friendly, mais qui pose quand même question. Donc, les grosses questions, c'est celle des prolongations des joueurs qui, a priori, seront encore sous le maillot de Chicago dans les prochaines années. C'est la question Kobe White. On va y arriver, un contrat qui était super friendly jusque-là, mais on va y arriver. Et la question, évidemment, celle-là, elle arrive tout de suite, de notre cher Josh Giddey, alors qui montre de meilleures choses ces derniers temps. Alors moi, c'est d'un point de vue fan, c'est embêtant, parce que ça fait pas forcément plaisir alors que tu as un joueur qui joue bien. Parce que si tu mets beaucoup d'argent sur Josh Giddey, on va se retrouver encore une fois à jouer la 10e place, parce que c'est une équipe qui gagne quand même quelques matchs ici ou là, avec des Zach Collins et des Kevin Huerter en ce moment. Donc ma question autour de tout ça, c'est oui, il y a des prolongations. Tu vas quand même essayer de garder Josh Giddey. A priori, le front office croyait en lui avec le trade, on le sait. Oui, il y a la question Kobe White. Tu vas vouloir le garder puisque c'est a priori ton joueur, en tout cas ton jeune joueur avec le plus de talent que tu as actuellement, de plus talent sûr. Au-delà donc de Matas Bouzelis, qui est ton rookie de cette année, très bien. Ma question étant la suivante, et je veux bien avoir un avis extérieur, à quoi bon ? C'est-à-dire que où on va avec ça ? C'est-à-dire que non, mais c'est des joueurs que j'aime bien. Il y aura sûrement, quand on va parler des autres équipes de la ligue, je trouve que je vais revendre un peu plus certains joueurs des Chicago Bulls. Il y a des choses à aller chercher. Par contre, du point de vue des Bulls, c'est-à-dire que là, on est en fait, cette équipe-là est trop forte ou pas assez mauvaise pour vraiment que tu re-rentres dans un vrai processus de reconstruction actuellement. Donc, soit l'esprit de David Stern revient, la NBA est truquée, on récupère le premier choix, c'est super parce qu'on a quand même des joueurs déjà jouables et on peut amorcer quelque chose, les finances vont un petit peu mieux, en tout cas à moyen terme. Soit c'est pas le cas, et à quoi bon tenter de donner un deal intéressant à Josh Giddey ou Kobe White ? Qu'est-ce qu'on va en faire d'ici 2-3 ans de ces joueurs-là, où on en sera, a priori, au même endroit ? Les Bulls, c'est un peu, selon moi, et je laisserai Tom continuer, l'illustration la plus parfaite du fait que ce qui conditionne le plus la réussite d'une reconstruction, c'est ta précédente meilleure bonne équipe. Parce qu'en fait, sachant que leur meilleure équipe, la meilleure équipe des Bulls actuellement, ou du projet, on va dire, LaVine, DeRozan, Vucevic, est une équipe play-in,
bah en fait, tu es à un stade où tu n'as pas forcément eu d'assets avec des bons joueurs et tu n'as pas su fructifier ces joueurs-là qui étaient assez bons pour devenir des très bons joueurs. Parce que tu as raison, Adrien, quand tu vois le profil actuel, ce qui d'ailleurs je trouve assez triste, c'est que la plupart des joueurs que tu as cités sont sous contrat l'année prochaine, parce que certes, tu as la question de Josh Giddey, mais certes, tu as une potentielle prolongation pour Kobe White, mais Kobe White sera sous contrat. Et en fait, on a l'impression que le cœur de la question, c'est dans un an qui va se poser, où tu as une grosse partie de l'effectif qui sera plus là. Mais pour l'instant, on est en phase 0.5-1 de la procédure de reconstruction, quoi. Tom? Bah ouais, comment tu reconstruis, hein, c'est toujours ça, malheureusement. Comment tu fais? Tu reconstruis, et c'est bien, Ben, l'exemple que tu prends, parce qu'en fait, là, un peu comme comment tu finis, entre guillemets, comment tu finis ta possession va conditionner ta défense, ben, comment tu déconstruis ton équipe, ben, conditionne ta reconstruction. On parle pas, enfin, tu parles pas du même niveau quand ton T'échanges Paul équipe, George. voilà, Ouais. quand t'échanges Paul George, quand t'échanges Donovan Mitchell, quand t'échanges Rudy Gobert, ces gars-là, ou quand bah, tu es obligé de laisser partir tes joueurs parce que voilà, en fait, quand tu ne choisis pas de reconstruire, et c'est quelque chose qui s'impose à toi, bah, en fait, tu récupères moins que si tu prends les devants et tu décides de faire péter les choses. Et c'est ce qui se passe au niveau de Chicago. Ils se retrouvent un peu le classique rebuild on the fly, hein. Le classique rebuild on the fly qui ne vole pas très haut, malheureusement, où ils sont obligés de, ben, en fait, c'est ça, c'est un retooling permanent. Ils font du retooling permanent. Du C'est retooling ça. permanent. Avec une stagnation, mais on revient à un sujet que tu abordes souvent d'ailleurs, Tom, et dont on parle ici, c'est la question des consignes des propriétaires, finalement, à Chicago. C'est que Chicago est une équipe très rentable. En termes de merch, ça vend toujours alors que ça perd des matchs, c'est quand même incroyable. Mais voilà, Pendant encore combien de temps? C'est ça qui est fou. Mais oui, pendant encore combien de temps? Mais il y avait déjà une première question qui s'était posée. On a eu un changement de front office et rebelote. Finalement, là, ce qu'on est en train de décrire comme situation, la situation là de cette année, mais là, a priori, pour au moins quelques temps, si tu dois faire une reconstruction, a priori, là, tu es rentré sur quand même un projet qui va devoir prendre un peu de temps. Ce sont les conséquences des choix, non-choix, selon comment on veut le voir, des dernières années où tu as voulu croire, comme tu disais, Ben, à la meilleure version de cette équipe, je tiens quand même à dire, était en tête de la ligue. Mais bon, bref, une malheureuse blessure de Lonzo Ball. Non, mais au-delà de ça, voilà, ce sont les conséquences de cette envie de croire à cette compétitivité, de cette mouture-là des Chicago Bulls. C'est pas le cas. Là, tu crois en Josh Giddey. Pourquoi faire? Voilà, il y a un peu de dépit. Je vous avoue que moi, cette tu as intersaison le droit de avec l'exprimer, Adrien. oui, oui, non, mais là, avec le trade de Zach LaVine, comme tu dis, Tom, finalement, qui illustre tout ça, c'est qui est finalement un peu subi quand tu vois ce que tu récupères. Bon, bah, tu n'as pas beaucoup de base pour avoir un optimisme sur la suite. En tout cas, à court terme, c'est difficile de voir. Là, la prochaine bonne équipe des Bulls, il n'y a a priori aucun de ces noms dedans. Ouais, si t'as Bouzelis dedans, c'est déjà bien. Enfin, ouais. Ouais. Et pour les autres équipes, en plus, si on bascule là-dessus, bah, tu l'as dit, Lonzo, c'est team friendly, mais Lonzo, je pense que la NBA va attendre d'avoir plus de confirmations pour parier sur Lonzo. Vucevic, le marché a parlé. Patrick Williams, bon, je sais qu'il y a une relation un peu amour-haine avec la fanbase des Bulls. Kobe White, pareil. Kobe White, les équipes vont pas y toucher, sachant que tu vas devoir le repayer. Donc, sauf si t'es une équipe qui peut se convaincre que ça peut être un apport pour toi dans une potentielle recherche de titre, c'est peut-être lui l'espoir on va dire, de monnaie d'échange, mais autrement, ça semble assez compliqué, effectivement. Il y a Yodo Sunmu qui a une certaine valeur. Je sais que Constant l'aime beaucoup, par exemple. Et moi, je trouve qu'il pourrait être une bonne pioche pour une équipe ici ou là. Mais pareil, comme tu le disais, comme le reste de l'effectif, free agent à l'issue de la saison prochaine. Donc, problématique de à quel point après tu vas devoir le payer. Tom, est-ce que tu vois d'autres raisons de regarder les Bulls si ce n'est pour le spectacle, quoi? Spectacle de la désolation. Bah, peut-être Kobe White, hein, peut-être Oui, c'est la plus grosse valeur derniers, voilà, ces dernières, c'est peut-être ces derniers matchs, malheureusement, si jamais, voilà, c'est quelqu'un qui pourrait intéresser les autres équipes potentiellement à l'intersaison. Donc, il a un contrat, il a une valeur terrain qui est très bonne par rapport au contrat qu'il a signé. Voilà, c'est un joueur qui a aussi bien progressé, qui peut être un joueur de complément et qui peut aussi avoir un rôle, et qui peut aussi avoir un rôle plus grand dans une autre équipe. Donc voilà, c'est quelqu'un qui, je pense, va être surveillé. Et sinon, après, c'est, écoutez,
mater quelques dunks de Phillips, des choses comme ça, quoi. Oui. Ah non, mais en termes de spectacle, ça. Oui, non, mais voilà. Kobe et Ayo Dosunmu sont des joueurs avec peut-être un peu plus de scalabilité. Bon, Kobe White est très scalable. Ayo Dosunmu, ça dépend, mais c'est des joueurs voilà, que tu peux peut-être plug plus facilement du point de vue sportif. Mais il y a la question financière. Du coup, allons droit au but. Assez parlé de Chicago Bulls, après, ça me met de mauvaise humeur. Non, mais faisons le point. Du coup, Ben, je vais retourner vers toi. Si jamais, par contre, tu récupères, comme je disais, si David Stern revient, là, c'est le moment. On récupère Cooper Flag. Est-ce qu'en face, on se dit, ah tiens, finalement, comme ils sont, comme les Chicago Bulls sont voilà, en phase de retooling permanent, là, cette pièce-là, elle fait que, du coup, ça y est, on réaccélère. Est-ce que c'est ça, en fait, la seule porte de sortie de ce type de reconstruction? Je t'avoue que je pense que c'est le dev coupe le plus élevé, mais dans le sens de, rappelons que sur cette échelle, être élevé n'est pas une bonne nouvelle, parce que on a dit il y a le cocktail de la déprime qui est vraiment bien ajouté, c'est-à-dire que il y a le front office qui a pas prouvé sa valeur, mais le front office qui est sans doute un petit peu handicapé par les décisions du proprio qui veut probablement pas dépenser. Voilà, très clairement. Tu as la question de quel asset, parce que certes, si tu accélères le projet, mais tu l'accélères comment? Parce que t'as pas assez de choix de draft qui arrivent, t'as pas assez de jeunes talents que tu pourrais monnayer. Donc, c'est un dev coupe. Tu l'as dit, le seul angle qu'on pourrait me vendre, c'est un talent générationnel ou quasi générationnel du côté de Chicago. Ça peut apporter un espèce d'engouement. Mais autrement, je t'avoue que je suis assez pessimiste. Je comprends. Tu veux ajouter quelque chose, Tom, ou j'y vais? Non, enfin, limite, il serait pas sur l'échelle, quoi. C'est le Dev Coupe 5, tout est normal. Voilà, oui, parce qu'en plus, il y a, voilà, pour en rajouter une, c'est qu'il y a en termes de profil. C'est-à-dire que là où on disait que Wizard, tu l'insères facilement, là, il est sur le poste, au rôle. Alors, évidemment, je compare pas le niveau des joueurs, mais en termes de projet, si tu dois développer des jeunes joueurs, sachant que tu as Matas Bouzelis, Patrick Williams, tu es bouché avec ces gars-là qui jouent. Guidi. Avec Guidi, oui, en plus, la prolongation de Guidi, oui, totalement. Mais totalement. C'est là l'avantage de la loterie, c'est que si, genre, imaginons, je vais te faire rêver, Adrien. Ne t'inquiète pas, je ne m'enflamme plus, je suis trop vieux pour ces gars-là. Tu as Cooper Flag. Je pense que l'agent de Josh Giddey, il tire la tronche. Parce qu'il sait que c'est plus pareil, tu vois. Ah, quoi. Ou sinon, il se dit que tant mieux, ils auront besoin d'une menace de lob. Il va pouvoir faire jouer une menace de lob si t'as Cooper Flag, qui est un joueur très, très explosif, très dynamique. Après, Josh Giddey sur le lob, je suis un peu... Non, c'est en tant que passeur. En tant que passeur. Ah oui, moi aussi, j'ai fait comme toi, Ben, pendant un moment. J'étais là, mais attends, vous m'envoyez Josh Giddey au Tomar, là. En tant que passeur, on sait que c'est quelqu'un qui a une faculté, en tout cas, s'il a sa meilleure qualité, entre guillemets, son swing skills en NBA, c'est vraiment sa qualité de passe, sa vision de jeu et sa capacité à donner du rythme quand il est le passeur. Donc, oui. Et puis dernièrement, il a là, bon, après le shoot, est-ce que ça va continuer, c'est une chose, mais même sur ses drives, il est un peu plus agressif. Avant, il fuyait le contact, ça va un peu mieux, donc il ouvre des espaces. Un joueur qui ouvre des espaces pour les autres, ça c'est vrai. Donc oui, c'est jouable, mais je pense que Ben a raison. L'agent, il va dire, on perd quelques millions quand même dans l'affaire, a priori. Par contre, la NBA voir Cooper Flag dans un marché comme celui de Chicago, il serait pas contre, je pense. Ah oui, Silver, là. Le depth NBA, en vrai, c'est top 2 de leur choix. Le top 1, on le connaît, on va en parler dans le top 1, on le connaît. Ouais. On y arrive. On y arrive. Les Lakers. Évidemment, les Lakers pour terminer. Non, bien sûr, vous l'avez compris, on parle d'équipe de bas de tableau. On n'a toujours pas cité le nom de Victor Wembanyama. On va bien sûr parler des San Antonio Spurs pour terminer. Alors, là, intéressant, malheureusement, la blessure de Wemby, évidemment. Le cas numéro 1, c'est la santé de Victor Wembanyama. C'est le premier truc que j'ai mis. J'ai mis Wemby et Wemby. C'est la première chose du côté de San Antonio. Mais il y a quand même d'autres sujets et c'est plutôt intéressant, je pense, quand tu es en ce moment à San Antonio. De toute façon, c'est toujours plus encourageant quand tu es en début de carrière d'un talent à ce point générationnel. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a les cas de Jeremy Sohan, de Devin Vassell, Keldon Johnson, Harrison Barnes. Il y a beaucoup de noms à citer. Je ne sais plus où j'en suis. Allez-y, je ne sais plus qui est, parce que vu que j'ai commencé juste avant, ça a tout décalé. Qui veut se lancer? Qui a envie de parler Spurs? Je vais un peu flinguer tout. C'est que pour moi, c'est l'équipe dans laquelle... Alors déjà, on parlera du Dev Coupe après, mais c'est l'équipe pour laquelle la politique peut peut-être le plus changer s'il y a Cooper Flag, en fait. C'est parce que les role-players là, que tu as énumérés, les Devin Vassell, les Keldon Johnson, etc., il y a Cooper Flag. Je pense on accélère, c'est plus qu'on accélère, là, c'est qu'on passe la 6e directement. C'est plus du tout la même question. Donc,
bon, partons du principe, on fera le Def Coupe après. Partons du principe qu'ils aient pas, voilà, Cooper Flag. Bah, pour moi, il y a une évaluation des talents et aussi une question, c'est à quel point on n'accélère pas dans la dimension de Cooper Flag, mais à quel point on accélère le projet après l'avoir mis un premier coup d'accélérateur avec l'arrivée d'Aaron Fox. Malheureusement, comme tu as dit, Adrien, on n'a pas beaucoup vu avec Victor, compte tenu de la blessure de Victor. Parce qu'en vrai, il n'y a pas trop de questions de free agency. Hein. Chris Paul, pour moi, c'est pas une question de free agency. Enfin, Chris Paul on n'a pas eu des rumeurs de retraite déjà. Enfin, ça sent peut-être pas la retraite. Enfin bref, je sais pas. Un dernier tour. Ouais, je m'avance peut-être. Donc il y a pas trop de questions. Non, pour moi, c'est évaluation du talent et à quel point. Et c'est là où la santé de Victor est clé. À quel point, au début de la saison prochaine, on doit faire les playoffs. C'est-à-dire où tu situes l'obligation de playoff avec Victor, selon la santé de Victor. C'est ça la question principale pour moi de ces Spurs-là. Et Tom, du coup, je sais qu'il y avait une question du banc aussi, toi, qui t'intéressait, bien sûr. Tu as parlé de santé, mais la santé de Greg Popovich. La santé de Greg Popovich, hein, qui a commencé la saison en tant que coach de l'équipe, qui visiblement a fait un AVC et qui a été remplacé par Mitch Johnson. Mais Mitch Johnson, voilà, c'est pas quand t'as un joueur par exemple comme Wembanyama, tu veux pouvoir mettre ton poste entre guillemets pour trouver le meilleur candidat possible, quoi. Donc est-ce que pour moi il y a le front office va vraiment potentiellement se poser la question du banc. Est-ce que Popovich aura les épaules ou du moins la santé pour pouvoir continuer ce projet-là, ou est-ce qu'il faut aller chercher quelqu'un qui pour justement accompagner cette itération et peut-être potentiellement les premières ambitions de cette équipe menée par Victor Wembanyama. Je pense que Faut bloquer le numéro de Doc Rivers, voilà. Quoi, finalement. La première chose à faire. Donc voilà, je pense que ça va être une question, pour moi c'est la principale question en dehors du front office, en dehors de la question de Wembanyama. Après il y a, je pense, ce qui peut intéresser, c'est peut-être aussi le côté la course au Roy. On sait que voilà, le Stephen Castle aura vraiment le showcase. Hein. On sait que si le trophée lui tend les bras, hein. Voilà, le trophée lui tend les bras. C'est quelqu'un qui était un peu parti sur le banc après le All-Star Game avec l'arrivée d'Aaron Fox et avec Chris Paul qui jouait dans le 5 majeur et qui là va avoir les pleins pouvoirs justement pour récupérer justement ce trophée qui va pouvoir produire énormément de choses. Et je pense que tu vois, même dans le cas où pourquoi ça va être aussi important pour le front office qu'il est, c'est que si jamais faut le vendre, vendre le rookie de l'année. SO Michael Carter Williams. Voilà, c'est un cachet, supplémentaire, même si aujourd'hui tous les signaux portent à croire que c'est un joueur qui s'inscrit dans la durée. Mais si Cooper Flag arrive et qu'il faut faire la place pour quelqu'un d'autre pendant que Cooper Flag et Victor sont sous contrat rookie, je pense qu'il va partir dans le package. Hein. Ça dépend, parce que c'est pas celui qui te pose le plus de problèmes financiers aussi. C'est ça, c'est que... Oui, mais c'est ce que les autres équipes voudront acheter pour te donner le joueur qui est potentiellement déjà All-Star. C'est vrai. Bon, justement, tu as fait la transition. Allons-y, si t'es de l'autre côté, hein, parce que... Voilà, du côté des Spurs, c'est conditionné à pas mal de choses, ce qui va se passer. Mais du coup, si on est dans le reste de la ligue, Ben, qu'est-ce qu'on surveille? Est-ce qu'on surveille, du coup, Stéphane Château, le fameux Stéphane Château? Est-ce qu'on surveille, on l'avait évoqué au moment du trade de Fox, un potentiel retrait de Fox pour une accélération? Est-ce qu'on surveille les role-players que j'ai cités un peu plus haut, les Devin Vassell, Keldon Johnson, qui sont des noms qui sont déjà revenus ici ou là? Voilà. Est-ce que tout est conditionné à Cooper Flag finalement? Moi j'ai un peu envie de dire que oui. Alors même si avec une exception, moi personnellement, je l'ai déjà dit, c'est un point de désaccord avec d'autres membres de Dunk Hebdo. Je ne crois pas au retrait de De'Aaron Fox à court terme, sauf truc exceptionnel, genre Cooper Flag. Mais autrement, je n'y crois pas à l'heure actuelle parce que pour moi, il y a un truc de franchise bien géré du côté des Spurs et de signal qui est envoyé à un joueur qui a fait des pieds et des mains pour venir chez toi, que tu rebalances 6 mois après. Je peux pas. L'image du coup retransmis au reste de la ligue derrière. En plus, ouais, voilà. Donc j'ai un peu de mal à imaginer ça. Et pourquoi pour moi c'est un peu lié à Cooper Flag, c'est que c'est ce qu'on dit depuis le début, tous les role-players sont disponibles si du coup Cooper Flag arrive ou s'il y a bien évidemment le Cooper Flag. Et je pense que les Devin Vassell et Keldon Johnson pourraient intéresser des équipes qui sont à la recherche de ils ont des profils, je pense, qui pourraient intéresser certaines équipes dont on a parlé aujourd'hui, par exemple, qui manquent sur ces postes-là à l'aile ou qui manquent d'impact. C'est des joueurs qui pourraient être impliqués, sachant que c'est des joueurs qui ne demanderaient pas trop d'usage et qui sont plus ou moins déjà terminés et qui ont déjà été payés en plus. Donc, ça
ça pourrait être des valeurs intéressantes, sachant que, bien évidemment, encore une fois, je reste dans cette optique Cooper Flag. Tu sais que les Spurs seraient un peu obligés d'accélérer le projet quand même. Donc, tu sais que sur certains dossiers, tu aurais peut-être plus de marge que tu en aurais, par exemple, cet été s'il n'y a pas Cooper Flag, quoi. Tom, qu'est-ce que tu Moi, surveilles si tu es le reste de la ligue? Moi, ce que je surveille, c'est potentiellement les joueurs que je pourrais récupérer si les Spurs sont amenés à accélérer. Par exemple, la question tu vois, les Jeremy Sohan, des joueurs comme ça. Est-ce qu'il y a moyen de faire des secondes drafts avec ces joueurs-là, hein, récupérer un peu du talent. Et moi, je surveillerai aussi mon effectif, à savoir, est-ce que j'ai un joueur qui peut les intéresser parce que c'est une équipe qui a déjà tenté d'accélérer avec De'Aaron Fox et qui pourrait, en fonction de la santé de Victor, comment il se remet, pourrait continuer à accélérer en fait. Oui, avoir un joueur à leur offrir soit à l'été, soit à la prochaine free agency, trade deadline plutôt, si jamais ils sont amenés à vouloir être compétitifs. Est-ce que je peux leur proposer un joueur de mon effectif? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans mon effectif que je peux leur revendre tôt? Justement, est-ce que je peux me placer pour leur revendre quelqu'un assez tôt pour que justement, s'ils décident d'accélérer, que je puisse récupérer des assets? Ça me semble ok. Ben, c'est là où j'appuie sur le bouton? Appuie sur le bouton. Et voilà. Ah, c'était exprès. C'est le gimmick qu'on a mis en place juste pour ça, évidemment. Ah, mais là, on est DevCoop 1. Je rappelle l'intitulé du DEFCON 1. La guerre nucléaire a déjà commencé ou est imminente. Du coup, on est sur ce sujet-là, c'est-à-dire que c'est terrifiant en fait ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que on a peut-être les 2 meilleurs prospects des 5 dernières années qui sont dans la même équipe, une équipe qui a des assets sous contrat rookie. C'est terrifiant. C'est vraiment, mais c'est de loin. Il y a même pas. C'est un peu pour ça que j'ai voulu instaurer ce gimmick, c'est que c'est de loin le truc le plus terrifiant. Mais c'est-à-dire que pour moi, on a fait les Dev Coupe depuis tout à l'heure là. Ils sont tous plus proches entre eux que le Dev Coupe de Cooper Flag aux Spurs. Tellement il est terrifiant. D'ailleurs, une question par rapport à ça. Tu le mets où sur l'échelle de Kevin Durant qui arrive aux Warriors? Oh, c'est une très bonne question. En dessous. Alors du coup, si le Dev Coupe 1 c'est Kevin Durant aux Warriors, pour moi c'est Dev Coupe 2. Okay. C'est pas au même niveau, mais c'est terrifiant. C'est juste au-dessus, du coup, c'est marrant parce que c'est les Spurs qui se répéteraient, mais du Tim Duncan rejoint David Robinson. C'est la version upgrade. Ouais. Oui, mais c'est la version upgrade parce que Wemby a un upside plus grand, mais un joueur moins confirmé à ce moment-là. Mais bon, un upside plus grand que Robinson, mais qui était quand même un All-Star confirmé. Oui, mais sauf que Tim Duncan, je veux dire, le CV parle pour lui maintenant, a posteriori. Le gars que tu as récupéré en numéro 1 de draft alors que t'étais déjà bien loti, c'est une dinguerie. T'es un top 5 de l'histoire, quoi. Voilà. Voilà. Excusez-moi du peu. Voilà. Et tu n'as aucune de ces garanties, ni pour Wemby, ni pour Cooper Flag. Donc c'est pour ça que je dis, pour moi, c'est la version, comment dire, spéculation de ce truc-là, quoi. C'est que là, t'as le truc parfait. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu veux demander de plus? J'ai une question pour vous, moi. Alors, Adrien, cette question-là sera un peu difficile pour toi, mais à quel point vous voulez voir ça? Ah bah, si ce n'est pas à Chicago, virgule, je sais pas, parce qu'il y a aussi un côté unfair. Rétribution de talent, enfin dispersion du talent. Concentration du talent du côté des Spurs, ça leur facilite grandement la tâche. Alors, nous, d'un point de vue français, il y a un truc un peu cool, mais d'un point de vue la Ligue au sens large, quoi qu'après, j'aimerais bien. En fait, ce qui me pose problème, c'est que ça arrive trop tard, ce truc-là. Je vais le dire comme ça. C'est-à-dire que si tu as le même cas de figure, il y a 6-7 ans, sur la deuxième partie de carrière de LeBron, KD, Steph, et que tu as un espèce de clash de ces deux-là qui viennent les chercher, là, il y a quelque chose à faire. Le problème, c'est qu'on est dans une sorte de creux, un petit peu en termes de talent. Enfin, la NBA cherche son nouveau visage. J'ai l'impression que la route serait beaucoup trop large pour eux, qu'il y aurait pas... ce serait quand même assez fun de voir Luka face à ces gars-là, par exemple. Enfin, ce genre de choses, les Lakers de Luka. Mais bon, ça risque d'être une course qui ne va pas se faire à beaucoup, quoi. Parce que t'imagines, même si, et je laisse Tom répondre, même si Cooper Fab est 50% de ce qu'il est censé être, c'est déjà n'importe quoi. C'est Ben Simmons, quoi. Moi, j'aimerais bien voir ça, parce que je pense qu'il va falloir un peu de, il va falloir, comment dire, il va falloir du répondant au OKC. Clairement. Ah oui. Il va falloir du répondant au OKC.
à l'Ouest, regarde le mapping de l'Ouest. Concrètement, à part le côté financier, l'équipe d'OKC, elle est partie pour régner pendant un moment là, concrètement. Il y a Constant qui te dirait, mon Dieu, ne dis pas ça. Bah, elle est partie pour, ça veut pas dire qu'ils, Mm. tu vois, là, ils vont faire back-to-back first seed à l'Ouest. C'est la première fois depuis très longtemps que ça n'a pas été fait, ça. Puis les Warriors. Voilà. Et c'est une équipe qui n'est même pas encore dans son prime, concrètement. Après, tu auras toujours les Lakers attrayants avec Luka qui vont se mettre au milieu d'ici 2 Sachant ans. que je rappelle que dans ce scénario-là, Luka il est free agent à un moment. Bref. Oui. Non, Donc, mais on peut avoir des joutes. Oui, c'est vrai. sympas. J'avais pas pensé au cas OKC, mais c'est vrai que sur le côté OKC, d'avoir deux mastodontes. OKC sera tout seul comme équipe, hein, concrètement. Il y aura personne normalement. Si les choses continuent à évoluer comme elles ont évolué, il y aura personne à leur niveau, quoi. Ça va être un peu les Cavs de l'Est qu'il y a eu à un moment donné, quoi. C'est-à-dire que si on part du principe un peu, Ben, on en parlait quand on parlait du niveau des finales NBA de ces dernières années, qu'on veut le plus haut niveau, là, tu as envie de voir ce scénario parce que ça pousserait aussi peut-être d'autres en face, parce que j'ai parlé du creux de talent, mais il y a encore des mecs qui jouent. Hein. Giannis, il est toujours là, Jokic est toujours là, ça peut pousser ce type de joueur, en tout cas à ce rang-là du DH20, à peut-être s'allier. On va se retrouver avec des histoires de Banana Boat et nouvelle version. Voilà, mais on pourrait avoir des joutes comme ça de très très haut niveau. Par contre, si on en parle au sens large de la ligue, ce genre de cas fait que si les stars se concentrent sur 4-5 équipes, le reste, pendant l'année, on attend la fin, quoi. Surtout qu'on est sur deux mecs. Alors, toujours prendre avec des pincettes le storytelling qui est fait autour des mecs, mais on parlait de je sais pas, de mentalité, ou en tout cas qu'installe un Cooper Flag. Victor a l'air d'être un mec aussi qui est pas mal dans ce niveau-là. Donc, moi, j'avoue que je suis très partagé. En termes de storytelling, c'est incroyable. Ouais, je suis partagé parce que le storytelling est incroyable et les potentialités de terrain sont folles, mais de l'autre, c'est embêtant quand même. C'est embêtant surtout pour la conférence Est, hein, parce que c'est ce que j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est embêtant pour l'Est parce que si tu fais encore, je vais reprendre le terme de Tom, le mapping. Si tu prends le mapping des jeunes talents, tout le monde est à l'Ouest. Il faut que quelqu'un se barre jouer avec Giannis. Que Giannis rejoigne les Celtics. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, moi, si je devais parier sur mes copecs, ce serait sur le départ de Giannis. Hein. C'est clairement pas ça. Oui, mais ça pourrait être le départ de Giannis vers Cleveland. Ouais. Là, évidemment, on est sur de la fiction totale, mais vous voyez dans l'idée, comme LeBron qui était tout seul, tout seul, le hit des Heatles, parce que LeBron était bien accompagné à l'Est, était dans une balade à peu près tranquille, même si Indiana, Chicago ont essayé de gratter une fois ou deux. Globalement, voilà. Là où l'Ouest était quand même toujours un peu la jungle, malgré Spurs puis Warriors, mais il fallait sortir. Il y a eu les Rockets, on en parle tout le temps. Les Rockets d'Harden et Chris Paul qui sont jamais arrivés en finale NBA à force. Dites-nous dans les commentaires, tiens, on va faire YouTubeur, dites-nous. Et surtout, entre parenthèses, je suis pour un tel, parce que je suis fan du jazz, j'ai pas envie, on a compris. Du coup, oui. mais je pense que c'est assez intéressant. Mais oui, l'angle OKC est assez intéressant de voir ça. Ce qui est assez terrifiant, c'est que du coup, dans le contrat rookie, là, tu pourrais parfaitement avoir un cas où des joueurs qui sont payés, parce qu'on parle, Tom, tu parlais d'une superstar peut-être ou d'une star, mais même tu peux avoir des role players qui se disent, attends, ils sont en contrat rookie, je vais signer mon contrat de 2-3 ans, je vais pas trop impacter leur cap, par contre, je vais jouer les premiers rôles, quoi. C'est ça. C'est le cas Warriors en pire, quoi. C'est-à-dire que les mecs ont même pas besoin de venir pour signer au vétéran minimum. Enfin, minimum vétéran en français. Un peu comme OKC, hein, puisque OKC, c'est un peu, entre guillemets, c'est une équipe qui a deux joueurs qui devraient, potentiellement, t'as un joueur qui est au Supermax, qui devrait être normal, qui évolue à un niveau Supermax, qui est au max, et deux joueurs sous contrat rookie qui évoluent à un niveau max. Ok, c'est bon, j'y suis. Oui, mais t'as déjà un mec payé, là où... Après, quoi que si, avec Darren Fox, du coup, maintenant, t'en as un. Et par contre, là, moi, c'est le seul scénario où je pense que Fox... Il y a un monde où Fox dégage rapidement. Parce que c'est alors le reste de la NBA, moi je veux pas trade avec eux, je veux pas les renforcer. C'est ça. Non, mais le reste de la NBA est en panique, hein. Tu peux avoir des projets moyens qui se disent bon, on reconstruit direct, quoi. Ouais. C'est ça. Chicago par exemple. Et c'est là, et du coup dans ce genre de cas-là, ce qui est intéressant sur genre des arrivées, je sais pas, sismiques à Kevin Durant, c'est que
Par contre, les projets qui sont en phase de reconstruction, eux, sont en avance. Parce que Ouais. du coup, tout le monde déconstruit. Mais Oui. si tu fais un mapping des projets à ce moment-là, tu remarqueras que les équipes qui gagnent en post-Warriors, ils étaient en train de reconstruire pendant les Warriors. Ouais. Oui. Bah, c'est toujours la course et c'est un peu le point qu'on a fait là. Il y en a qui sont un peu plus en avance, il y en a qui amorcent à peine et c'est une question de temporalité, d'opportunité et du reste de l'écosystème de la NBA. C'est un peu bis repetita chaque année. Mais voilà, on aura fait 10 minutes de plus de un peu de basket fiction sur. Mais c'est dire quand même l'importance qu'a cette arrivée de Cooper Flag là dans l'écosystème actuel justement et notamment avec le fait que Victor Wembanyama soit un joueur des San Antonio Spurs Mhm. qui sont plus que jamais dans la course. On verra si la NBA est truquée du coup. Cet été. On aura confirmation ou non. Alors ça dépend de quel point de vue. Il y a des gens qui vont préférer si voilà, on a pu faire un bilan. Oui Ben, tu veux rajouter quelque chose? Juste une dernière chose, on ne parle pas trop de draft, donc juste un pronostic, il tombe où? Parce qu'on va pas en reparler, je pense. Selon vous, il tombe où? Bah, de toute façon, c'est un hasard. Moi, je veux dire, si c'est bien truqué, il tombe à Chicago. Si c'est mal truqué, il tombe aux Spurs. Si c'est pas truqué, Moi, je maintiens ma théorie Raptors depuis pas mal de semaines. Les Raptors. ça c'est la meilleure. C'est la meilleure pour l'ironie. Pour le fun, c'est Raptors. Moi, je pense qu'il tombe à Charlotte. Charlotte, c'est marrant aussi. Hein. Ouais, je Ouais, pense qu'il tombe à c'est marrant. Charlotte, ouais. Vendu. Voilà. Ça nous fait la fin. Voilà, on peut faire les youtubeurs aussi si vous voulez faire des pronostics. Comme ça, on tiendra les comptes à la fin de l'été. Enfin, à la fin de l'été, non. Au milieu de l'été, au début presque. D'ailleurs, pour le tirage au sort. Mais voilà, on aura fait un petit tour à ce moment de la saison. C'est vrai qu'on en parle chez nous de Kebdo, ce moment de la saison, post-All-Star Game, trade deadline, où on est dans un moment où c'est pas où la saison régulière peut être un peu longue à suivre. Les matchs sont pas forcément les plus intéressants, même s'il y a toujours des choses à voir. On aura fait un point voilà sur les équipes dont on va probablement moins parler. Justement d'ici à la loterie, puisqu'on va arriver en fin de saison, on cuisine quelque chose, Ben, comme chaque année évidemment pour les playoffs. Bien évidemment, on cuisine. Alors, on a pris un peu de retard sur la préparation par rapport aux autres années, mais on va cuisiner. Reine Cuisine. Et Pour ben ceux qui ont la justement, référence. tout à fait, très grand joueur, Rennes Cuisine. Enfin, très grand joueur. Très grand nom de joueur NBA. On va dire ça comme ça plutôt. Bref, il est temps de conclure, puisqu'on a quand même réussi à rentrer dans les 2 heures. On aurait pu faire beaucoup plus long que ça. Mais voilà, j'espère que vous avez tous et toutes apprécié ce podcast. Merci de nous avoir écoutés pendant près de 2 heures. Donc, une nouvelle fois aujourd'hui. Je rappelle que vous pouvez nous retrouver de partout, donc en vidéo sur YouTube et en audio sur YouTube d'ailleurs, mais aussi sur Spotify, sur Deezer, Podcast Addict, Apple Podcast, les plateformes de podcast, les réseaux sociaux comme toujours. Vous cherchez Dunk Hebdo, vous tombez sur nous, vous serez les bienvenus. Merci une nouvelle fois de nous avoir écoutés. Merci Ben, merci Tom, et à la semaine prochaine. Merci Adrien. Merci Salut. Adrien. Ciao.